Alors bonjour, aujourd'hui donc sur la chaîne Mao Brut, on reçoit Philippe Houssin et Bertrand Terolaz. Donc tu nous viens directement de Suisse et toi du coup de Bretagne. Est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter? Bien, Bertrand là, le Z ne se prononçant pas. Ça commence bien. Heu, originaire de Suisse effectivement et biologiste de formation, ayant ensuite fait maître d'éducation physique, pour ensuite prendre la responsabilité de la formation des entraîneurs, suisses olympiques francophones en Suisse pendant 17 ans et depuis, quelques années indépendant pour pouvoir, faire évoluer et développer l'approche Action Type que j'ai co-créée dès 1989. Très bien. Et Philippe? Donc moi, je suis Philippe Houssin, voilà. Donc je suis un jeune intermittent du spectacle. Voilà, je viens d'entrer dans la version 6.0. Voilà, donc 6e chapitre. J'ai plus de prendre 60 ans tout simplement. Et je dis intermittent du spectacle parce que c'est une boutade, mais en fait, je partage mon temps à utiliser l'approche Action Type dans 3 grands environnements. Le premier, c'est je co-anime depuis plus de 10 ans maintenant les formations Action Type avec Bertrand en France. J'accompagne des individus, des collectifs en titre individuel et collectifs en entreprise ou ailleurs avec l'approche. Et puis j'ai développé tout un versant d'accompagnement thérapeutique et des histoires de vie au travers du mouvement et de l'approche en particulier. Voilà, donc c'est pour ça que je suis intermittent du spectacle avec ces trois grands paquets et je commence avec Bertrand à transmettre et à diffuser cette approche spécifique d'intégration des histoires de vie au travers de l'approche et d'autres approches psychocorporelles et somatiques. Voilà. Ok. Bah, d'ailleurs, si vous êtes là, c'est aussi pour cette raison, c'est que moi, j'ai fait la formation, je crois en 2020, et c'est vrai que les gens me connaissent plutôt pour l'approche nutrition, mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est que dans ma transformation de vie, l'alimentation joue un rôle, mais peut-être qu'Action Type joue encore un plus grand rôle. Et lorsque j'ai accompagné des personnes qui sont venues pour la nutrition, à la fin, elles sont reparties avec cette notion d'Action Type qui a transformé leur vie, souvent beaucoup plus que, de manière beaucoup plus profonde que la nutrition. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, je suis très heureux de vous interviewer sur du coup les liens entre la santé, et notamment on va parler de tout ce qui est bon, d'histoire de vie, traumatisme, enfin tout ce qui Absolument. peut bloquer en fait l'expression de soi, notamment aussi au niveau du sport, toutes les erreurs qu'on peut faire, donc on ne respecte pas le fonctionnement du corps et qui peut amener à des blessures. Et donc ça sera le sujet du jour. Parfait. Donc première question, on va parler, bah, tiens, on va parler déjà des traumatismes, des angoisses du quotidien qui peuvent nous bloquer, qui peuvent générer du stress et le stress peut poser problème. Déjà un peu un disclaimer, expliquer ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire et notamment de ce qu'on va parler là. Est-ce que, bah, ça voilà, faut le mettre dans un cadre, dans un contexte. Absolument, il y a toujours des «limites» Mmh. entre guillemets ou des précautions peut-être à prendre. C'est que quand on parle d'histoire de vie, on parle généralement de très haute intensité physiologique, biologique, émotionnelle. Ça, c'est une première chose. Donc on sait qu'on va aller dans des endroits où il y a eu beaucoup d'activation, hein, du système nerveux. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que quand on parle d'intégration, hein, et de renégociation et d'intégration de cette histoire pour s'apaiser avec, le vécu, la bonne nouvelle, c'est que quelle que soit les situations, les gens ont survécu à tout ça. Donc, ils sont là en face de nous. Alors il y a un contenu avec lequel ils se promènent, c'est l'histoire et un contenant, c'est le corps. Et parfois, ça fait un peu la cocotte minute, hein, c'est-à-dire qu'on a mis une soupape, là-dessus pour prendre des images une fois de plus. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on renégocie un étage, que ce soit physiologique, donc au niveau corporel, somatique, mouvement ou émotionnel, ce qui est important, c'est qu'il y a toujours les notions de sens et de contexte à prendre en ligne de compte. C'est-à-dire que ce qui est essentiel, c'est quand on renégocie une histoire, quel que soit le processus, c'est qu'à un moment, il y a du sens pour les personnes. C'est-à-dire que ce que je vis, si tu parles d'angoisse, c'est complètement différent si j'ai une boule au ventre et je ne sais pas du tout pourquoi, voilà. Ou si j'ai une boule au ventre et j'ai identifié un contexte qui génère cette boule au ventre. C'est-à-dire que j'ai un sens de l'histoire et donc un contexte. Donc, je rentre dans une situation, on peut tous avoir connu ça, une situation X, Y ou Z et je m'aperçois que j'ai la boule au ventre. Par exemple, je prends la parole en public, c'est un des grands classiques et je me retrouve que là, je me retrouve les pieds poites, les mains moites, donc j'ai là du signal physiologique et d'un seul coup, comme j'interroge ça, je me souviens de dire: «Ah oui, je me souviens qu'à l'école, j'ai été dans une situation, peu importe laquelle, qui m'a créé ce contexte-là» et là, on peut commencer à travailler avec le corps pour renégocier différemment cette insécurité, parce que le stress, c'est une notion d'insécurité, hein, qui est une perception d'insécurité de la situation, au travers du corps. Parce qu'il y a bien ces étages physiologiques, ça bouge, des émotions et un contexte. Voilà, donc
la précaution, entre guillemets, c'est de se dire ne pas travailler en n'ayant pas de conscience, un minimum, ou un contexte raccroché qui ramène à une réalité que les personnes ont pu vivre. Voilà, ça c'est un élément super important pour ne pas avoir un processus de retraumatisation ou d'accentuation du symptôme ou de déplacement du symptôme. C'est-à-dire qu'on a réglé un truc d'une certaine manière, puis on s'aperçoit que dans les jours, les semaines qui suivent, on connaît très bien ça dans les phénomènes psychologiques, il y a un autre symptôme qui apparaît ailleurs et on ne fait pas le lien avec le fait qu'on a intégré quelque chose à un endroit, mais que c'est pas bouclé complètement. On a laissé des boucles ouvertes dans le système cerveau-corps qui cherche à mettre de la cohérence dans le système et on se retrouve avec d'autres symptômes qui apparaissent qu'on ne corrèle pas forcément avec ce qu'on a réglé avant. Voilà. Donc c'est juste pour mettre cette précaution là, c'est puissant. Bien évidemment, toutes les approches sont puissantes. À partir du moment où on va retravailler avec du contenu, hein, c'est-à-dire des émotions, des sensations, des signaux physiologiques et biologiques, et qu'on travaille avec ça, c'est qu'on est vraiment dans le vivant, donc dans la façon dont on a incarné les choses, et donc ça, c'est très puissant. Et en même temps, il n'y a pas que le corps et le physiologique, il y a aussi les parties supérieures du cerveau qui ont besoin de sens. Voilà. Mais justement, parce que généralement, j'ai un traumatisme ou j'ai Mm, une phobie, mm, qui je vais voir? Je vais voir un psychologue oui. et je vais parler, je vais parler, je vais Mm, parler. Et là, ce dont tu nous parles, c'est que, et c'est l'approche un peu action type, c'est mm, de travailler avec le corps. oui. Pourquoi? Alors pourquoi? Il y a des références qui ont été faites, notamment après les attentats du 11 septembre, où il y a eu beaucoup de choses de faites. Et on peut retrouver, hein, si vous tapez sur Internet, les gens peuvent pas checker ça. Il y a eu des études qui ont été publiées qui ont fait voir que plus les gens avaient travaillé, avaient été proactifs en mouvement, et ont travaillé derrière au travers du yoga, par exemple, hein, du mouvement, donc du yoga, du tai chi, du qigong, du massage, etc. Ils avaient beaucoup mieux intégré, entre guillemets, et récupéré, et s'étaient apaisés que le fait de reparler uniquement de la situation. Ça ne veut pas dire que le fait de parler, de nommer est inutile, parce que ça reconnaît, hein, le fait de pouvoir s'exprimer, parler socialement et à reconnaître la situation, que j'ai été terrorisé ou que j'ai été victime d'une attaque ou que j'ai été victime d'une agression, c'est fondamental aussi d'avoir la reconnaissance et de le verbaliser. C'est une partie importante du processus de réparation, M- d'intégration. Mais c'est pas Mais forcément suffisant. c'est nécessaire et pas suffisant, et parce que ce qui est vraiment touché, c'est le corps et le physiologique, parce que tu as utilisé une expression qui est le stress, effectivement, et le stress, c'est la fonction d'adaptation. Donc, dans ces phases d'horreur, entre guillemets, ou de menace imminente, hein, de fin de vie, parce que quand on vit un attentat, voilà, on est dans une expérience de mort imminente, c'est-à-dire qu'on sait bien que ça peut s'arrêter très très vite. Il y a des niveaux d'énergie qui sont ceux de la survie, donc du domaine de l'instinct. Donc dans des processus qui sont très, très activés en énergie, avec des processus physiologiques très, très particuliers, qui sont les processus d'adaptation au stress. C'est-à-dire qu'on va évacuer tout ce qu'on peut évacuer, on va chercher à se disponibiliser pour fuir, combattre. Donc on va être dans des états très, très exagérés, entre guillemets, d'activation. Voilà, donc ça fait monter, bien évidemment, le niveau d'énergie. On a tous entendu parler de ces femmes qui, pour sauver leur enfant, étaient capables de soulever une voiture. Voilà. Ou de se déplacer face à un agresseur, d'être plus fort qu'un homme qui était beaucoup plus costaud qu'eux. C'est-à-dire qu'on est capable à ce moment-là de mobiliser toute notre énergie. Voilà, même si l'humain il n'a pas un niveau d'énergie, une puissance de 15 000 watts, hein, c'est 750, 800 watts, mais quand c'est mobilisé et qu'il y a une énergie qui s'est focalisée, tout est mis dessus, ça donne un sursaut d'énergie extrêmement important. Voilà. Et donc c'est ça qui est en jeu et qui a été bloqué souvent dans le corps hein, quand il y a un événement, c'est qu'on a été mis en situation d'impuissance, c'est ça qui pose le problème, c'est une situation d'effondrement physiologique ou paf, parfois même, il y a d'effondrement, ce qui est déjà une chose, et on en a conscience. Deuxième chose, parfois c'est tellement intense ou atroce qu'on passe en amnésie traumatique. Donc il y a des situations, des gens qui ne se souviennent plus qu'ils ont vécu quelque chose, parce que c'était la meilleure solution qu'ils avaient pour vivre avec cette expérience et ne pas être envahi, être en cauchemar avec ça tout le restant de leur jour. Donc ils ont érasé, et puis parfois à une occasion X, Y ou Z, ils voient une situation où ils font de l'hypnose, où ils font simplement de la sophro, ils reconnectent un souvenir, et là ils commencent à avoir une bribe. Donc ça s'est fragmenté, hein, c'est comme un pulse, comme un écran de téléphone hein, qui est pété. C'est une fragmentation, ils retrouvent un bout de truc, ils ont un bout de mémoire, d'image ou de sensation qui revient, et ils commencent à réassocier le corps, voilà, avec les souvenirs, voilà, et donc à refaire remonter petit à petit ces éléments-là. Donc c'est des sujets qui touchent tout le monde, parce que tout le monde a d'histoires, voilà, des histoires de vie, des chutes, de la chirurgie, une naissance difficile, que sais-je, des chutes de vélo, un ballon dans la figure, tout ça, c'est des situations où on a été en situation d'agresser, voilà, et donc on a une réaction, comment dirais-je, physiologique et biologique, des chutes,
d'escalier, de cheval, etc. Donc tout ça, c'est des situations où on se promène tous avec Ou des sacoches, d'agression, entre guillemets, ou d'agression, Ouais, ou à l'école, bien sûr. même des examens, enfin. Bien sûr, on a été mis au centre de quelque chose auquel on n'a pas pu faire face, voilà, que ce soit réel, virtuel ou symbolique. Voilà. Donc tout ça, le corps est la caisse d'enregistrement, voilà, Et justement, de ce processus. en observant le corps, est-ce qu'on peut, on peut voir ces histoires de vie? Est-ce qu'elles sont marquées sur le corps? Alors Bertrand pourra répondre aussi à ça et compléter, bien évidemment. Bien sûr qu'un des éléments qu'on a repéré il y a une petite dizaine d'années maintenant, c'est qu'effectivement, on s'apercevait que si on remettait des personnes dans un contexte équivalent, on leur remémorait un contexte, voilà, d'histoire de vie, on s'apercevait que ce qu'on faisait émerger comme paramètres moteurs, parfois changeait. Voilà. C'était mon cas aussi pour moi. Voilà. Parce qu'il y a eu un événement de vie qui est une électrocution, donc une expérience de vie avec une expérience de mort imminente. Et effectivement, quand j'ai renégocié cet événement-là, dans le cadre d'un processus où je me formais à l'intégration du corps, au travers du corps, l'intégration des événements de vie, il y a des tensions qui sont apparues dans le corps, donc j'ai eu des signaux physiologiques et biologiques qui ont fait que des paramètres qu'on appelle des motivations profondes ont glissé. Voilà, c'est retrouvé quelque chose de plus originel, mais qui avait été momentanément masqué, où il y avait une réponse adaptative qui avait émergé d'un contexte pour faire face à cette situation, ou essayer d'y faire face, et qui était mémorisée dans le corps. Et mon corps faisait voir ça de façon, je dirais, complètement, comment dirais-je, naturelle, parce que c'était la réponse qui avait été sélectionnée. Il faut comprendre que quand on vit une situation traumatique, la réponse qu'on ferait émerger pour faire face à la menace, c'est un gilet pare-balles. Parce que si on y a survécu et que ça a fonctionné, c'était vraiment un bon antidote. Donc on a mémorisé que cette réponse, une fois de plus, ce sont des images que je prends pour essayer d'être pédagogique pour l'audience, c'est que quand on répond à une situation, on la sélectionne comme une solution viable et durable et robuste parce que justement, elle nous a permis de survivre. Donc on va avoir tendance à, d'une part, l'immobilisation dans laquelle on a été, mais aussi parce qu'il y a cette sélection qui fait que ça nous a permis de survivre à l'événement, à le sélectionner, à le mettre en premier lieu, voilà, et de le masquer tout simplement parce que vous dites: «Bah, ça c'est bon et je le garde parce que ça m'a permis de survivre» et on reste à vivre, au présent, hein, bien évidemment, avec une situation qui n'existe plus et on anticipe une situation qui n'existe pas, hein, voilà. C'est qu'on anticipe que ce truc-là va se renouveler. Si je prends l'exemple du chien qu'on connaît tous, une attaque de chien, je me suis fait attaquer une fois par un chien, j'ai eu très, très peur, j'ai été parfois même pas mordu, hein, j'ai été effrayé, terrorisé par ce qui se passait, je me suis immobilisé, voilà, je suis resté figé. Chaque fois que j'ai un chien qui revient vers moi, je retrouve cet état-là. Voilà. Et donc je vis au présent. Le chien, et peut-être que le chien qui vient maintenant, il est super content de me voir, il a envie de me saluer et dire que je suis copain, quoi. Mais moi, je l'interprète en me disant, le corps se souvient, attention, la dernière fois que tu as un chien qui est venu comme ça, c'était vraiment pour t'agresser. Donc je revis au présent cette situation passée et surtout j'anticipe qu'il va me bouffer. Et ça, c'est pas forcément vrai. Voilà. Et donc c'est toute la problématique de la mémoire, entre guillemets, qu'on peut appeler traumatique, ou de mémoire d'histoire de vie, c'est qu'on va réinterpréter notre présent, bien évidemment, au travers de ce filtre de notre expérience et de notre vécu. Voilà. C'est ça qui est en jeu, et c'est ça qu'on retrouve dans le corps. On retrouve de l'empreinte dans le corps, l'empreinte physiologique, biologique, qui est mobilisée pour faire face à la situation. Voilà, et ça, on ne peut pas la calculer parce que c'est forcément émergent, comme toute réponse motrice. Et donc, c'est une situation bah, où en fait, on a préparé quelque chose, on n'a pas pu le faire aboutir, effondrement, impuissance. Et donc, c'est quelque part inscrit. Et quand on a survécu, généralement, on va en premier lieu, souvent, et c'est surtout s'il y a un peu de stress, hein, un peu de challenge, on va refaire voir cette situation-là parce qu'en fait, comme elle nous a bien servi et qu'elle nous a permis de nous en sortir, ben, on va la mettre en premier sur la scène, puisque pourquoi je le ferais pas? Puisque bien au contraire, elle a été super importante et super efficiente. Voilà. C'est vrai que Mais Bertrand peut compléter aussi, hein, bien sûr. Oh, pour l'instant pas, non, c'est bon. sur ça, je pense que je peux parler aussi de mon histoire Bien où sûr. toute ma vie, donc j'étais extraverti. J'avais une façon de m'entraîner, une façon de bouger, une façon d'être, c'est-à-dire un fonctionnement d'extraverti, voilà. Une façon même de m'entraîner au sport, d'écrire, de parler face à la caméra. Et on s'est rendu compte, par un peu de chance, que en fait, si j'étais comme ça, c'était parce que c'était lié à un traumatisme que j'avais eu à la pendant une grossesse, donc avant même avant d'être né. Et donc comment j'aurais pu le savoir? Bah, c'est en interrogeant le corps, parce que sinon mentalement, bah, j'ai aucun souvenir bien entendu de ce moment-là. Et moi quand c'est arrivé, j'ai dit: «Non, c'est des conneries». Comment ça, quelque chose qui m'arrivait pendant la grossesse a pu changer ma manière de vivre? Je n'y ai pas cru. Mais j'ai quand même fait le processus de nettoyage de ce trauma, de remettre de la sécurité. Là, je suis allé m'endormir pendant 20 minutes, paf.
comme s'il y avait un coma. Je me suis réveillé et après, ma vie depuis n'a plus rien à voir. Tout est différent. Les gens qui me suivent ont peut-être pu le voir aussi. Ma manière d'être s'est inversée. Quand j'ai dû réapprendre à faire du sport, ma manière de, par exemple, de jouer au football est inversée par rapport à avant. Mais c'est là où Action Type est intéressant, c'est que on nous montre bien qu'en fait, c'est des facettes de nous-mêmes. Et dès que je suis fatigué, en fait, je retrouve toutes mes aptitudes, tout le travail que j'ai fait pendant 28 ans de ma vie où j'étais dans ce profil et où du coup, je suis souvent meilleur quand je suis fatigué dans certains sports parce que j'ai appris en fait dans cette fatigue quelque part. Ce dont tu témoignes, c'est des histoires qu'on rencontre très très fréquemment. C'est-à-dire que dès la vie in utero, dès qu'on est vivant, on commence à être vivant, on est en interaction, voilà, avec notre environnement et on imprime entre guillemets des histoires. Et moi, j'aimerais renvoyer, puisqu'on est dans un podcast qui était très intéressant, qui s'appelle Les super pouvoirs du bébé, qu'on pourrait mettre d'ailleurs dans la nomenclature, qui sont des enquêtes très récentes qui font voir que dès la vie in utero et dès les premières semaines de vie in utero et les premières semaines de vie qui suivent la naissance, on est hyper actif, entre guillemets, hyper vigilant, hyper attentif et qu'il y a déjà plein de choses qui s'installent. Voilà. Et bien évidemment, tout ça peut imprimer, bien évidemment, c'est des imprints, des empreintes, voilà, qui vont conditionner pas mal de choses parce qu'elles sont très précoces. Et la particularité de ces moments de vie avant 2 ans, hein, qui sont, on parle de mémoire implicite, c'est-à-dire qu'on a tout emmagasiné, voilà, et on l'a pas en conscience. On n'y a pas accès de façon explicite. Par contre, le corps, lui, s'en souvient. Voilà. Donc il y a plein de fois où on peut être pris par quelque chose et on se dit: «Je comprends pas, je surréagis à ce genre de situation» et simplement, si on vient interroger, de façon on se met à l'écoute tout simplement, on peut aller comme tu l'as très bien fait et il y a plein de personnes qui ont fait ça et qu'on a accompagné plein de Oui, personnes aussi à c'est faire la ça. kinésiologie quelque part. Alors, c'est une forme C'est une forme. kinésiologique, alors c'est un peu plus large que la kinésiologie parce que là, c'est toute la motricité qui est concernée, voilà et aussi le système qu'on appelle le système de tonification du dos, hein, qui est le système de motivation profonde, qui est le système qui nous sert à nous tonifier et nous tenir debout, donc à associer les épaules et le bassin pour se tenir debout et se mettre en situation de pouvoir, faire face à l'environnement en étant sur 2 appuis et pas 4. Voilà, parce qu'on se souvenir qu'on vient, on commence par faire du 4 pattes, du rampé, enfin du rampé, du 4 pattes avant d'être debout. Donc pour se redresser, il y a déjà tout un boulot à faire pour tonifier le corps, qui fait que ça déjà, ce système-là, on commence à l'activer et pas que d'ailleurs celui-ci, dès la vie in utero pour qu'on puisse, dès qu'on commence à être dehors, à passer d'un stade, rampé 4 pattes, quadrupède, à un stade, bipède, qu'on retrouve le quadrupède très, très rapidement dès qu'on est dégradé. C'est-à-dire que si on est très déséquilibré, la première chose qu'on va faire, on va remettre une troisième main, voire on va faire du 4 pattes, hein. Moi, je fais du bateau. Quand c'est très, très secouant, pour l'élément du bateau, généralement, on finit à 4 pattes. Parce que sur 2 appuis, on s'aperçoit qu'on est quand même vachement plus vulnérable. Voire on met une main pour soi, une main pour le bateau. Et parfois, on rampe, on y va vraiment en rampant ou en étant très accroché parce qu'on est dans un équilibre très instable. Donc on peut se retrouver très vite à réutiliser nos 4 membres. C'est le même cas dans la nage, dans la natation. On réutilise tout de suite nos 4 membres. L'escalade aussi, que tu connais. Pour faire de l'escalade, je connais personne qui fait d'escalade qu'avec les mains ou qu'avec les pieds, hein. C'est un peu plus compliqué. Donc on est obligé de retrouver, hein, ces 3 appuis, 4 appuis qui mettent énormément de stabilité. Et donc venir se mettre debout, ça nous invite à avoir un système très particulier que seuls les grands singes et les humains ont, de pouvoir tenir l'équilibre dans quelque chose qui est dynamique. Voilà. Et pour ça, on a besoin d'activer, hein, des ressources qui vont nous permettre de tonifier cette colonne vertébrale et faire qu'on va avoir cette mobilité, hein, qui va pouvoir nous apporter de l'engagement social. Donc d'une part, je me connecte avec les autres, ce qui est le propre des mammifères, au travers du regard, voilà. Et je vais pouvoir faire voir qui je suis en disant, voilà, moi, comment je fonctionne. Il y a des gens qui sourient naturellement, voilà. Et d'autres pas. Et bien pourquoi? Voilà. Moi, ça me permet de laisser la parole à Bertrand qui va pouvoir nous répondre à ces espaces-là parce que c'est une des spécificités de l'approche et Bah, qu'on fait pour émerger. Alors, c'est complémenter, Bertrand. simplement dire que on a une conscience qui est extraordinaire, déjà en tant qu'être humain, mais qui est extrêmement limitée. Ça veut dire qu'on et c'est quelque chose dont on n'est justement pas conscient, c'est que notre conscience est extrêmement limitée par, par le fait qu'elle coûte très cher en énergie, qu'elle coûte très cher en attention, qu'elle coûte très cher en ressources. La conscience, elle a accès à très peu d'informations, au contraire de ce que Philippe vient d'expliquer par rapport au corps qui a accès à l'ensemble des informations, qui nous arrivent, par des voies diverses et variées. Ça veut dire qu'en gros, c'est très compliqué de mettre des chiffres là-dessus parce que c'est bien sûr,
plutôt qualitatif que quantitatif, mais on va dire que la conscience, elle a un accès sur 1, 2, 3% de ce qui se passe dans notre vie, à n'importe quel moment d'ailleurs, hein, y compris actuellement. Ça veut dire que c'est quelque chose d'extrêmement focalisé, extrêmement pointu, heu, mais qui prend une importance dans notre vie incroyable parce que, la conscience habite notre vie, on va dire de très jeune à notre mort. Donc elle est en même temps comme sur la scène et éclairée par tous les projecteurs et en même temps, elle empêche en fait tout ce qui est arrière-scène, tout ce qui est un peu dans l'ombre de pouvoir aussi parler. Parce qu'en gros, la seule chose qui parle, à haute voix, c'est notre conscience et le corps, lui, ben, il a accès à toutes les informations qui sont, inconscientes et qui sont bien sûr tout aussi importantes, que celles de la conscience. C'est-à-dire qu'en interrogeant notre corps, on a accès à peut-être, enfin, 100 presque 100 fois plus d'informations? Oh, on peut mettre des zéros là encore, hein. Ah ouais. C'est des millions de plus d'informations, des millions. Donc quelque part, c'est aujourd'hui, on est enfin voilà, on est par exemple en France ou notamment en Occident, on a tendance à tout penser par la tête, à moi je sais que souvent on va dire, «Est-ce que telle étude scientifique valide ça?» Par exemple, si je dois manger, il faut que ce soit validé. Quand je fais du sport, il faut que ce soit validé. Alors qu'on aurait peut-être mieux fait d'interroger notre corps qui lui, a beaucoup plus d'informations. Bah, lui, il a l'avantage de gérer toutes les informations qu'il perçoit. Et ce qui est très important à comprendre pour les gens qui écoutent, c'est que le corps est toujours actif dans ces phénomènes de perception. Ça veut dire que lui, même si on ne le voit pas, on n'en est pas conscient, il est toujours en train de saisir les informations de manière active pour pouvoir les intégrer. Donc, c'est un travail qui se fait en fait en arrière-scène, hein, en backstage, et qui influence bien sûr notre conscience, mais indirectement. Et donc, on va appeler ça, nous, l'intuition, on va appeler ça par d'autres le ressenti, enfin, toutes ces choses-là qui sont bien sûr, hyper importantes pour nous et qui sont en fait, toute une canalisation de l'information qui arrive à travers des voies inconscientes, mais qui vont impacter bien sûr la conscience de manière indirecte et en nous amenant de l'information du type: «Bah, ça je l'ai déjà vu, je l'ai déjà senti, ça me dit quelque chose». Mais en fait, on n'arrive pas à mettre vraiment de mots ou de choses très claires dessus. Pourtant, c'est de l'information qui est, tout à fait, on va dire, réelle, mais qui arrive par des voies annexes. Par exemple, j'ai un exemple comme ça qui me vient, c'est une femme, en fait, son mec, la trompe et en fait, en rêve, elle rêve, elle voit donc le gars et c'est une connaissance très proche en plus, qui couche avec, des filles, heu et elle dit: «Mais en rêve, je t'ai vu avec telle fille, tu as couché avec telle fille» et lui, il était: «Non, non, 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 non», mais en fait, il se disait: «Mais comment je vais faire, quoi?» parce que en fait, elle capte les choses. Ah oui, il y a C'est des et je pense que tout le monde capte des choses, mais tout le monde n'arrive pas à amener ces informations à la conscience. Et puis il peut y avoir des moments comme ça, un peu des moments particuliers où les choses effectivement elles surgissent ou elles ressurgissent à la conscience et puis elles nous impactent énormément. Mais on n'est pas éduqués et formés à accueillir ce type d'informations parce que c'est trop étrange pour la plupart des gens, quoi. C'est quelque chose qui est bizarre. Donc le bizarre de notre vie, l'étrange, il a souvent pas sa place parce qu'on va se méfier de toutes les choses qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas reconnues. mais Donc c'est toujours quelque chose qui est délicat. Mais pourquoi on a du mal à faire cela alors que pourtant, du coup, on passe à côté d'énormément d'informations, d'énormément d'opportunités? Bah, tout simplement, je pense qu'il y a, il y a le fait que notre esprit a des tas de capacités et la conscience a ses limites. La première chose qu'on va avoir, c'est, une tendance, naturelle au contrôle, donc à mettre de la clarté, du contrôle dans tout ce qu'on fait. Et c'est quelque chose qui est bien sûr amplifié par la culture actuelle, par la société actuelle et surtout enfin, on va dire le monde entier, mais on a une tendance plutôt sur l'Ouest d'avoir encore, cette hyper notion de contrôle et que si on ne contrôle pas ou si on ne maîtrise pas quelque chose, alors, heu, il y a une sorte de raccourci qui dit: «Bah, c'est pas vrai, c'est pas valable parce que c'est pas contrôlé» ou «Je sais pas d'où ça vient cette information». Enfin, il y a des tas de choses qui sont comme ça. Donc on a une culture du contrôle, une culture de la science, de l'avéré et c'est pour ça que tout ce qui, est un peu bizarre, tout ce qui nous arrive par des canaux annexes, on n'y fait pas confiance naturellement.
Parce que notre éducation ne pousse pas du tout à faire confiance à ce que le corps est en train d'émettre comme information, à ce que le corps dit. Le corps s'exprime uniquement par la posture, par la motricité, par la tonicité et par le mouvement en général. Et on n'a pas de lecture, en fait, d'éducation à la lecture du corps et à sa façon d'exprimer les choses. On a une éducation là-dessus qui est très, très, très renfermée, on va dire. Et comment, du coup, on peut réapprendre à écouter son corps, à capter toutes ces informations et pour l'utiliser et à faire la distinction entre ce que j'imagine qui est en fait du rêve, du fantasme et ce qui est du réel? Alors le problème que le réel, c'est quelque chose qui est une affaire d'individu et de particulier. Chacun va vivre un réel différent parce que le réel, c'est une interprétation de la vie par l'individu. Ça veut dire que moi, je peux pas partager mon réel, tu peux pas partager ton réel. On va pas vivre les mêmes choses et on va pas les vivre de la même manière. Donc parler du réel, c'est déjà très très complexe en soi parce que bien sûr, heu, c'est divers et varié, En voilà. fait, chacun a sa vérité Chacun et a on peut sa pas. vérité, en fait, on va dire tout le monde a ses raisons, mais personne n'a raison. Donc pour parler de la culture du corps et de la façon dont le corps s'exprime, la première chose, c'est déjà de lui faire confiance, OK? On va dire que la forme qu'on a actuellement, bah, elle est présente depuis très longtemps. Elle a évolué depuis très longtemps et elle a des capacités bien au-delà de ce qu'on peut imaginer, entre autres pour nous protéger, comme le disait Philippe avant, de tout ce qui est traumatique. Ouais, mais même dans le quotidien, par exemple, je fais un exercice de sport, par exemple Mmh. des dips ou un squat, et je me sens pas très bien en le faisant, ça me fatigue. Est-ce que ça, c'est une protection? Bah, le fait que ça fatigue, c'est normal, hein. Si tu fais un exercice, Oui, mais ça va fatiguer. je parle d'une fatigue, parce que je Ouais, m'en suis rendu compte plusieurs fois, une ouais. fatigue nerveuse où en fait il y a comme un, c'est comme si ça faisait mal quelque part au niveau du cerveau. Et bah voilà, c'est parce que justement, généralement, on respecte pas son corps, on l'écoute pas, on fait des choses et il n'est pas programmé pour faire cette chose. Quelqu'un d'autre à côté peut l'être, mais nous, on l'est pas. Parce qu'on est tous différents, comme tu dis. Euh, Bah, on revient sur l'impact de la conscience, c'est que, la conscience a un rapport à ce qui est en train de se passer qui est extrêmement particulier parce qu'en fait, notre esprit pense savoir, OK? C'est un petit peu l'aboutissement d'un processus où le savoir, tel qu'on le décrit ou tel qu'on le vit, prend le dessus sur tout le reste. Alors qu'en fait, nous, on sait très bien que si je pense savoir, c'est que je ne sais pas penser. Donc penser savoir, c'est ne pas savoir penser. Parce que dès le moment où j'enferme quelque chose dans un savoir, je ferme automatiquement, j'enlève l'ouverture qui me permet d'accueillir ce qui est en train de se passer. Et donc, il y a rien de pire quand vous discutez avec quelqu'un, et que vous lui dites quelque chose avec, la plus grande spontanéité, la plus grande générosité possible. Vous lui expliquez un truc là, puis l'autre vous renvoie tout de suite dans la figure, «Ah ouais, 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 je sais, je sais». En fait, ça ferme complètement la conversation. Si la personne sait, c'est qu'en gros, elle vous dit: «Bah, arrête de parler, de toute façon, il y a tu rien à m'apporter». OK? Et c'est pour ça que le savoir est un piège à con. Voilà, donc autant le dire tout de suite. Parce qu'il nous donne justement l'impression de savoir. Alors qu'en fait, on sait très bien qu'on ne sait pas grand-chose. Mais la conscience a cette exagération qu'elle pense savoir. Parce qu'elle a mis son dévolu sur un truc particulier, et que quand elle a chopé quelque chose, hein, elle a mis elle s'est agrippée à quelque chose, elle ne veut pas le lâcher. Et comme elle ne veut pas le lâcher, elle vous prend la tête. Et se faire prendre la tête, justement, ben, c'est avoir cette fermeture qui nous empêche d'accueillir ce qui est en train d'arriver. Peut-être justement qu'il est une demande du corps de faire autre chose que ce que tu es en train de faire, par rapport à tes exercices dont tu parlais juste avant. Le corps est en train de dire: «Ouais, c'est peut-être bien, finalement», mais il le dit bien sûr à sa manière, c'est en non verbal: «Ce serait bien que tu me donnes la possibilité d'avoir une posture plus naturelle, par rapport à mon besoin actuel». Oui, mais ça, je pense on peut en parler, c'est que ce que vous vous êtes rendu compte lorsque vous avez fait de tous vos travaux, toute votre recherche, c'est que chaque personne a une façon de s'exprimer verbalement qui est unique, mais aussi au niveau moteur. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le sport, que ce soit de haut niveau, bas niveau, on a cette idée de le geste parfait, il est comme ça, il faut faire comme lui, et tout le monde doit faire la même chose, et c'est comme ça que ça doit se faire. Sauf que ce que vous vous êtes rendu compte, c'est que bah, c'était complètement faux et que lorsqu'on veut copier quelqu'un alors qu'on est tous différents, eh bien c'est blessure,
fatigue et pas de performance. Ouais, le Du moins. geste parfait, c'est toujours le geste qui émerge spontanément, lorsque justement on n'a pas la notion de contrôle. Et ce geste, parfait, il est toujours unique, ça veut dire il est pas reproductible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas reproduire un geste. C'est absolument impossible au niveau physiologique. Un geste est toujours unique. C'est-à-dire si on mesure, vous mettez tous les paramètres que vous voulez, tous les capteurs du monde que vous voulez, vous n'aurez jamais 2 fois le même geste. Tout simplement parce qu'on n'est pas prévu pour faire de la répétition. On est prévu pour faire des variations. Donc quand on va à la salle de sport et qu'on répète ou même qu'on s'entraîne pour du tennis et qu'on fait de la C'est une croyance, répétition, c'est une croyance. on ah oui, parce qu'en fait, on ne répète jamais Non, vraiment. on répète pas, c'est pas possible. On peut pas répéter. D'où l'intérêt de laisser le corps faire en fait, les choses à sa manière et d'apprendre à l'écouter, puisque la répétition n'est pas possible. Mais bon, la répétition se vend beaucoup mieux que ce que je suis en train d'expliquer. Donc c'est pour ça qu'au niveau marketing, ça c'est pas un avantage de comprendre ça. Mais voilà, mais c'est quand même la réalité. Et la réalité, c'est donc, par exemple, quand je fais un squat, quand je fais une traction, quand je fais un dips, quand je fais une frappe, au football ou quand je joue du piano ou quand je fais du violon, en fait, je dois le faire à ma manière et donc mais si j'ai un professeur, un coach ou quelqu'un qui me guide, en fait, il doit me guider vers l'écoute de moi-même, de me respecter pour éviter les erreurs, mais non pas Mmh, d'imposer quelque chose. mmh. Absolument, l'approche Action Type, elle a été co-développée avec Ralph Hippolyte et on avait l'habitude il y a déjà plus de 20 ans en arrière, de dire que en gros, la personne, l'athlète, hein, dont on s'occupait ou qu'on accompagnait, c'était l'université et nous n'étions que de pauvres étudiants et tentant de nous inscrire au cours. C'est-à-dire, on essayait de comprendre comment l'autre fonctionnait, tout simplement parce que c'est le corps qui a les raisons que la raison ignore. Et poser des questions au corps, c'est pas évident toujours au départ parce qu'on n'a pas, comme je l'ai expliqué avant, on n'a pas cette culture de dire que le corps a les raisons et que le corps peut donner des informations auxquelles on n'a pas accès avec la conscience. Mais néanmoins, c'est le cas. Donc, parce que comme il ne parle pas et que la partie de nous qui parle est une partie qui nous prend la tête et pense savoir, il faut savoir se taire et écouter en branchant sur d'autres canaux. Et ces canaux-là sont beaucoup plus, subtils à mettre en évidence, à écouter que ceux de la raison qui s'exprime par la voix. Et ça, c'est ce qui permet quelque part d'atteindre la plus haute performance. Je pense tu peux parler du cas, par exemple, Léon Marchand. La performance est déjà c'est un truc qui nous intéresse effectivement, beaucoup parce que c'est un peu le démarrage d'Action Type, vers les années 89, 88, 89. C'était l'idée, on était entraîneur donc, de haut niveau quelque part. En tout cas pour moi, j'étais en train de le devenir, mais Ralph l'était déjà. Hem L'idée, c'était de comprendre que la performance, c'est ce qu'on recherchait. Donc, on avait une idée d'aller trouver comment on pouvait individualiser le travail pour arriver à une performance qui soit justement plus écologique. C'est pour faire un petit clin d'œil à notre ami Jean-Michel, hein, le côté écologique du système. Euh, c'est l'idée que, OK, la performance, c'est ce qu'on recherche, mais en même temps, il fallait se rendre compte qu'elle était individuelle, c'est-à-dire qu'elle était particulière, singulière à chacun. Et qu'en plus, cette performance était hyper fragile, dans le sens où on n'allait pas pouvoir la répéter. La seule chose qu'on pourrait faire, c'est créer les conditions pour que la performance ait des chances d'émerger au moment où on aimerait qu'elle émerge. Ok. Ça, c'est l'idéal par rapport à un championnat, par rapport à une compétition. Et je pense que ce qu'a fait Léon Marchand par rapport à tout ça, déjà, il a été très bien entouré euh, par des gens qui ont respecté sa manière de faire. Qui a OK. été formé aussi à l'approche Action Type. Il y a effectivement son préparateur mental qui a été formé et qui est venu en Suisse se former à l'approche. En tout cas, il en a fait les bases, mais il était très content de pouvoir passer par cette formation. Et c'est quelqu'un qui était très respectueux justement des singularités individuelles. Et c'est l'avantage qu'il a eu, c'est que personne ne l'a mis dans un moule quelconque. Euh, on pourrait peut-être parler de ce qui s'est passé aux États-Unis dans sa formation, hein. Là, il y a plus de risques éventuellement d'être mis dans un certain moule, mais je pense qu'il a eu la chance d'avoir un caractère et une façon de faire qui l'ont empêché quelque part de souscrire
au modèle standard quoi, qui existe dans beaucoup de sports où il s'agit de faire comme ça et pas autrement. Parce que quelque Il sait part, écouter, je voudrais dire qu'il sait écouter. Il a écouté son corps, il sait écouter. parce que j'ai l'impression, enfin, en fait, Action Type, c'est dire que pour être performant, il faut être soi-même. Et ça vient contre un peu l'idée générale qu'on a, où pour être performant, il faut travailler plus, il faut être plus fort, il faut serrer les dents plus fort que l'autre. Alors que là, on se rend compte que ben non, justement, il faut être plutôt dans la détente et dans l'écoute, et que ça permet souvent d'être plus performant, en tout cas sur le long terme. Ouais, alors ça veut pas dire que parfois il faut pas serrer les dents et parfois il faut pas faire plus d'efforts. Il y a des moments où on est obligé des fois de se faire violence, mais il y a toujours une recherche quand même on va dire d'alignement avec qui on est et une recherche de plaisir aussi parce qu'il y a beaucoup de gens, hem, qui vont voir l'abnégation dans le travail, de recherche de la performance. Mais en fait, c'est une façon aussi d'avoir du plaisir dans ce qu'on fait quand on vise quelque chose. C'est toujours comme quelque part guidé par le plaisir. Parce que je connais aucun personne de haut niveau qui va aller que dans la souffrance. Ça tient pas longtemps ça non plus. S'il y a pas un reward, quelque chose, un retour, on va dire, quelque part dans ce que je vis, c'est très vite que je vais abandonner ce que je fais. Donc même des extrémistes, du sport ont un retour qui peut être lié même aux endorphines en fait, qui vont produire, des terrains qui leur donnent du plaisir par le mouvement. On va dire, mais c'est obligatoire. On peut pas seulement aller, dans des situations extrêmes sans avoir le plaisir. C'est pas possible. L'être humain n'est pas fait pour ça déjà, hein. Il est fait déjà pour essayer d'aller chercher des situations, qui lui apportent, un gain quelconque, qui peut être un bien-être, qui peut être un mieux-être, qui peut être, un peu de plaisir, qui peut être plein de trucs différents. Mais, il y a toujours quelque chose au bout du tunnel, hein, quelque Donc, part. je reviens rapidement sur la notion de plaisir. Moi, ce que je me suis rendu compte avec Action Type, c'est que pour performer, pour être même sur le long terme, il faut prendre du plaisir. C'est-à-dire que si par exemple, je fais de la musculation, je fais de bonnes performances. Si à chaque fois ça me fatigue et que je me sens pas bien, sur le long terme, c'est impossible. Parce que souvent on parle de motivation, mais la motivation, en fait, elle ne peut être nourrie s'il n'y a pas de plaisir. C'est pareil au foot, si tu veux être très bon, il faut prendre du plaisir. Si tu es en stress, si c'est fatigant, si tu es contre qui tu es, c'est-à-dire qu'on t'empêche de t'exprimer, ça va être difficile. Et tout le monde s'exprime différemment, c'est pour ça qu'il y a différents postes et que tout le monde peut s'exprimer aussi quasiment. Et là, je reviens aussi sur une chose, c'est que moi, dans mon passé, j'ai fait de l'autostop, souvent au niveau du cercle polaire arctique. Donc, il faisait -15 des fois, et je me levais à 4 heures du matin, j'étais tout sourire, ça m'amusait. Je sais que beaucoup de personnes qui m'ont accompagné, elles en pouvaient plus au bout de 2 jours, et moi, je le faisais sans manger, sans dormir. Je me sentais bien, quoi, tu vois. Et aujourd'hui, si je fais la même chose, bah, ça m'ennuie. Et donc, c'est le signe que je dois arrêter, malgré que j'ai développé beaucoup de compétences et que j'aurais pu continuer. Mais si on ne s'écoute pas, et parfois dans la vie, justement, on a des moments où on est bien à un endroit et puis après, il faut s'écouter. Et bon, c'est le cas notamment, tu vois, dans les couples ou par exemple ce genre de choses où on a tendance à ne pas s'écouter, dans le travail aussi, à ne pas s'écouter et à pas suivre le courant de la vie parce que notre corps évolue. Et si notre esprit ne suit pas cela, bah, on va vers un mal-être. Merci. Je vais rebondir sur une expression que tu viens d'évoquer, qui est suivre les courants de la vie. Et moi, qui suis marin, j'ai une expression, c'est en fait tout ce qu'on cherche à faire, c'est à naviguer avec les vents de la vie. Voilà, donc, mais je vais prendre l'exemple d'un marin justement pour illustrer ce que tu dis sur la singularité, sur s'écouter et trouver sa façon d'être au monde. Parce qu'en fait, on parle beaucoup de performance, hein, et on oublie que souvent la performance, c'est pas qu'accomplir, c'est aussi s'accomplir. Voilà. Au sens anglo-saxon, to perform, c'est accomplir et s'accomplir. Donc on ne peut pas accomplir si on ne s'accomplit pas. Bah, c'est peut-être ça, parce que les plus grands sportifs ils ne seront même jamais heureux s'ils ne s'accomplissent pas. Donc la question, c'est aussi quel est le sens? Donc il y a une dimension, spirituelle entre guillemets ou, transcendantale, quelque chose qui me guide et qui va plus loin et je vais prendre un exemple très concret de ça après pour illustrer ça. Dans un environnement de performance et de sport, qui nous guide, voilà, et que ce soit le sport, que ce soit l'art, que ce soit l'entreprise, que ce soit ce qu'on veut, ce ne sont que des moyens de nous révéler au monde et nous amener à nous «transcender» entre guillemets, à être dans le rayonnement, hein, voilà, donc rayonner et ce faisant que si on rayonne, on va aussi faire rayonner les autres, contribuer à les inviter
à faire voir leur meilleure version d'elles-mêmes. C'est pour faire un petit clin d'œil à Jean-Michel aussi, c'est une autre expression de cet ami Jean-Michel, Bazalgette, pour ne pas le citer. Voilà, c'est comme ça, pays Jean-Michel, voilà. Et l'exemple que je veux prendre, c'est juste pour faire voir aussi comment, y compris dans un environnement contraint de sport de haut niveau, on peut trouver cette façon de s'exprimer et de trouver sa voie. Et l'exemple que je vais prendre, c'est un jeune marin qui, voilà, comme toi, il a besoin d'isolement, entre guillemets. Et lui, ce qui le guide, c'est l'aventure, d'exploration, la liberté. Voilà. Et donc, le moyen qu'il a trouvé, lui, pour exprimer ça, depuis très tôt, il a été inspiré une rencontre inspirante à la télévision avec une émission. Voilà. Donc, Thalassa, pour ne pas la citer, et il voit un marin en solitaire. Il a 12 ans. Et il se dit, waouh, il fait un reportage sur ce marin qui s'appelle Manu Watkamp, que je salue au passage, parce que j'ai eu l'occasion de naviguer un peu avec lui. On a même rencontré des orques du côté de Gibraltar ensemble. Et il voit Manu et il dit, c'est ce que je veux faire. Et la force, là, on est en dehors du sport pour l'instant, mais on est dans la sphère de comment se construit l'enfant. Ses parents, plutôt que de dire, ouais, ouais, ton rêve, mets-le dans ta poche, ils disent, mais qu'est-ce que tu veux faire? Bah, en fait, je voudrais le contacter. Donc, il appelle la rédaction de cette chaîne de télé, il obtient le contact de Manu, il l'appelle et tu dis: «Bah, viens me voir avec tes parents». Voilà. Et là, ses parents se déplacent en Bretagne, ils sont à Paris, ils se déplacent en Bretagne Nord. Je tiens cette histoire d'Anatole Facon parce que c'est lui dont il s'agit, c'est son histoire, donc je le salue au passage. Mais c'est un exemple inspirant, voilà, de jeunes aussi qui trouvent leur voie, qui écrivent leur histoire. Et donc il va rencontrer Manu qui va: «Viens, dans 15 jours si tu veux, je fais une traversée, je pars sur l'Irlande avec mon bateau» et cetera. Et ses parents lui font confiance à Manu, Anatole a 12-13 ans et il part, il commence à naviguer avec Manu. Voilà. Et puis les histoires se poursuivent, ils font une transat, machin, etc. Et en fait, le rêve d'Anatole, c'est de dire, en fait, moi, je veux faire une transat en solo et je veux faire un tour du monde en solitaire. Et c'est toujours sa quête aujourd'hui. Et donc, il a déjà battu quelques records successifs. Il a fait le record de l'Atlantique, le record de la Méditerranée. Il va repartir prochainement pour tenter un autre record, pour finir de se préparer, pour partir pour un record du monde en classe 40 au tour du monde en solitaire. Mais ce qui est intéressant, c'est que il a bien identifié que pour lui, le monde de l'affrontement, de la compétition, de courir contre un chrono avec les autres et contre les autres, c'était pas son histoire. Lui, son histoire, c'est l'aventure. C'est écrire une histoire singulière et d'inventer un chemin que les autres n'emprunteront pas, n'avoir qu'une signature très très personnelle. Mais comme Mike Horn aussi, que je sais que c'est une de tes idoles, voilà, a pu trouver. C'est-à-dire qu'il a trouvé une façon unique de se réaliser et d'avoir un sens aussi parce qu'il porte une histoire. Voilà. Mike Horn porte une histoire, voilà, de l'aventure. Ça inspire des gens. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que quand on est sur sa voie, on devient une source d'inspiration pour les autres, pour les inviter à trouver leur voie. Voilà, c'est ça qui est aussi un point essentiel. Voilà. Donc dans la performance, il y a aussi le tout perform, s'accomplir et trouver sa voie. Voilà. Et ce faisant, de rayonner et d'inspirer les autres à se dire, mais moi aussi, I have a license to act, hein, j'ai une licence à agir, je suis invité à exprimer et à faire voir ce que je suis. C'est ça l'essence de l'approche. C'est d'amener les gens à move dans un next level, c'est-à-dire à aller chercher ce qui les a amenés ici et qui est vocationnel, voilà, qui fait que ils sont dans une voie d'attraction. Voilà, et que ça les attire. Tu vois, quand tu dis on fait des choix, comme on fait en Occident, hein, la tête, le corset mental heu, censure le corps qui sait, entre guillemets, hein, le corps sait, voilà. Mais ce qui nous attire au niveau physiologique et biologique, ce qui nous fait dire que quelque chose est bon ou pas, c'est la loi d'attraction-répulsion, c'est l'émotion. Quand on a une attraction pour quelque chose et qu'on l'écoute, généralement, d'une part, ça génère de la joie, qui est un indicateur qu'on est sur la bonne voie et cette joie, elle nous amène à créer, entre guillemets, une réceptivité aux signaux faibles. Voilà, à écouter des rencontres, à dire: «Tiens, je vois ça, mais je suis parti pour faire ça, mais finalement, je suis parti pour aller prendre le métro et je rencontre un marché, il y a quelqu'un qui joue un morceau de piano, on voit ça dans les gares et plutôt que d'aller acheter mon sandwich, je vais aller écouter cette personne qui joue du piano et je vais passer un bon moment». Et cette personne qui joue du piano, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est juste en train de faire voir quelque chose qui la passionne et qui l'anime. Et ça crée un pôle d'attraction et on passe un bon moment avec cette personne-là. Et en fait, c'est ça l'essence de la vie. C'est bien sûr que tout ça, on peut être rémunéré, on peut être rétribué, on peut être reconnu, valorisé pour tout ça, parce qu'on a besoin de l'être. Mais l'essence, c'est l'image du pianiste qui est dans la gare, qui ose faire voir qui il est et qui va voir son audience, entre guillemets. Comme toi, tu as l'audience avec ta chaîne, nous, on a notre audience avec ce qu'on fait. On a tous un registre, hein, un talent à exprimer. Je renverrai une lecture d'un ouvrage qui s'appelle Message des hommes vrais au monde mutant, voilà, qui est le récit d'une femme
américaine qui va faire un voyage initiatique auquel elle s'entend absolument pas avec les aborigènes dans le désert. Et donc, on peut prendre ce livre comme un roman ou comme une histoire inspirante. Mais à un moment, chez eux, ils disent, voilà, chacun a un talent et des talents. Et ce qui est important, c'est de créer les conditions pour que ça s'exprime. Et eux, ils se lèvent tous les matins et ne savent pas ce qu'ils vont faire l'après-midi. Voilà. Ni ce qu'ils vont faire le soir. Donc, il y a une notion de spontanéité dans l'histoire qui est tout l'inverse du contrôle. Voilà. Et le contrôle, normalement, il est là pour nous amener à dire, OK, je peux organiser ça, ou si je réorganise ces conditions-là, j'ai un maximum de chances de pouvoir recréer un contexte qui devrait me permettre de répliquer, de répéter ou d'atteindre quelque chose qui est très proche de quelque chose que j'ai déjà fait. Or, le vivant, lui, est toujours dans l'adaptation. Donc, c'est cette tension qu'on a à l'intérieur de nous, qui a déjà été évoquée entre l'Orient et l'Occident. Et c'est dû, et en tant qu'humain, on a à vivre avec cette forme de dualité, entre guillemets, ou de bipolarité, entre le contrôle, la maîtrise, je réplique, c'est connu, je fais la même chose, et puis l'adaptation, qui est dans la spontanéité, qui est dans des intuitions, d'instinct, peu importe, des processus qui sont beaucoup plus spontanés, naturels, plus inexplicables et qui nous dépassent. Mais c'est aussi lié au fait, pour donner un complément et quelque chose qui donne du sens, mais aussi qui est signifiant, le sens principal avec lequel on travaille, c'est la vue. Voilà. Or, la vue, pour voir, elle a besoin de lumière. C'est pour ça qu'il y a de la lumière ici dans ce studio. Si on met plus de lumière, on voit beaucoup moins bien. Et 75% à peu près de l'environnement qui nous entoure, il n'y a pas suffisamment de photons pour réfléchir à la lumière. Donc on ne le voit pas, mais on le perçoit. C'est-à-dire, on se met dans le noir, on se met à percevoir beaucoup plus finement certaines choses que d'autres. Voilà. La personne qui est à côté de nous, la forme de la table. Il suffit de faire l'exercice d'aller manger dans le noir dans ces restaurants, notamment qu'il y en a à Beaubourg, pour s'apercevoir que dès qu'on ferme les yeux, on accède à un autre niveau d'information et de sensibilité. Voilà. Mais 75% de l'environnement, il n'y a pas suffisamment de photons pour qu'on le perçoive. Donc on ne le voit pas. Donc ce qu'on ne voit pas, par définition, pour le cerveau, si je ne le vois pas, ça n'existe pas. Pour autant, le corps, lui, le perçoit. Donc si on fait confiance à cette perception et qu'on ouvre, hein, on se met en connexion concrètement, on fait confiance au fait que ce que je perçois est là, on élargit, hein, c'est une manière, et chacun a son expérience, comme les Hébertans, parce qu'on n'a pas tous les mêmes canaux de perception. Il y a des gens qui vont voir des choses, d'autres qui vont les sentir, d'autres qui vont les entendre, d'autres qui vont les goûter, d'autres qui vont les percevoir par le toucher. Voilà. Pour rebondir sur ça, c'est vrai que quand j'ai commencé à lire Mike Horn, et c'est pour ça que c'est très important aussi, je pense, d'exprimer ce qu'on a au plus profond et nos plus grands rêves, parce que c'est grâce à Mike Horn que moi j'ai pu réaliser une partie de ma vie, que je suis parti, j'ai pris un sac à dos, j'ai pris mon manteau, j'ai pris des chaussures et je suis parti faire du stop depuis Paris pour aller en plein mois de janvier jusqu'à Oslo. Il faisait -20, j'avais un petit duvet, mais alors oui, c'était difficile d'attendre 2 heures sous -14 à faire de l'autostop, mais je me réalisais. J'ai pas réussi la première fois, mais j'y suis retourné 8 fois et au final, pour voir justement ces aurores boréales, mais aussi pour en fait, je sentais que mon corps en fait m'amenait à dire: «Mais le froid, la glace, ces lumières» et au début, je savais pas où j'allais, mais ça c'était comme rentrer dans un nouveau film, dans un nouveau monde et ça a changé totalement ma vie et ça effectivement, c'est grâce au fait de partager, de dire les choses et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je dois choisir un voyage, tu vois, par exemple, je suis parti au Cameroun. Pourquoi? Parce que c'était suite à un défi, une amie qui me dit: «Bah, moi, je vais au Cameroun, viens, tu qu'à venir» et pour rigoler, j'ai dit: «Ah bah, je viens» et en fait, j'ai pas passé un bon voyage malgré que les conditions pour d'autres, il fait chaud, on est bien, tu vois? Ou le nombre de personnes qui me disent: «Mais viens à Bali», moi, ça ne me fait pas vibrer. Ce qui me fait vibrer, c'est des pays complètement, qu'on connaît pas trop, la Géorgie, l'Azerbaïdjan, tout ce qui est l'Arctique et pourquoi? Mon corps vibre, je ne sais pas pourquoi. Je ne connais pas les pays. Quand je vais là-bas, je ne sais pas où je vais. J'atterris, je ne sais pas où je vais mais je sais que je vais vers quelque chose qui me nourrit profondément. Et Alors, c'est intéressant ce que tu dis. J'ai parlé d'une expérience très personnelle et très concrète à ça. Ce que tu ressens, c'est un appel. C'est quelque chose qui t'appelle, voilà, qui vient de l'intérieur, que tu ne peux pas réprimer, voilà, que tu es invité à écouter. tu peux si tu écoutes ta raison qui te Bien dit sûr, non, t'as pas ça, t'as pas ci. Et c'est justement l'importance aussi bien sûr. de savoir se libérer Mm, de trop de contrôle, de la peur de ne pas suivre en mm. fait son intuition. Alors, ça va me permettre d'évoquer quelque chose dont on parlait en off tout à l'heure dans le métro quand on a fait le trajet pour venir jusqu'ici. Je vais prendre un exemple très concret. J'ai fait un truc parce que je sentais que j'avais un appel pour aller checker ce truc-là. Il y a quelques années de ça, j'ai fait mon test ADN pour voir mon patrimoine génétique et d'où je venais finalement. Voilà. Parce qu'il y a des trucs qui m'interpellaient, notamment avec des musiques.
certaines musiques qui me mettaient dans un état émotionnel ou de connexion avec moi-même qui était assez hallucinante. Donc, et qui était du coup un vrai signal, voilà, qui n'était pas rationnel, mais un signal vibratoire, voilà, de résonance, hein, non pas de raison R-A-I-S-O, mais de résonance, voilà. Et donc ça résonnait, je me suis dit, tiens, je vais aller voir. Et donc ces musiques, il y en avait essentiellement deux. Il y avait le côté italien et musique espagnole, voilà, avec la guitare notamment. Et, et le Flower of Scotland. Voilà. Quand j'écoutais le Flower of Scotland, je partais en larmes. J'étais plus touché par le Flower of Scotland, quand la France jouait l'Écosse, que par la Marseillaise. Donc, et ça me faisait partir en transe, comment dirais-je, envahissement, etc., émotionnel, avec des larmes, etc. Donc un jour, je ne sais pas pourquoi, je vois passer le test génétique, et donc je fais ce test génétique. Et donc ce qui émerge derrière, c'est que dans mon patrimoine génétique, il y a 42-43% qui a un côté anglo-saxon, voilà, avec une très forte connotation écossaise là-dedans, voilà. Donc je commence à comprendre des choses. Et l'autre versant, c'est 18% d'italien, 18% d'espagnol. Voilà. Et ça, c'est aussi une partie de notre histoire, hein. Je lisais un article dans le Sciences et Vie du mois de novembre, voilà, sur le système immunitaire. Ils s'aperçoivent que dans notre système immunitaire, voilà, on a des réponses, des mémoires de 80 générations. Ça veut dire qu'on vit avec une partie de la mémoire du système immunitaire de l'époque de Jésus-Christ, 2000 ans. Donc on se promène d'une manière ou d'une autre avec de l'histoire, de l'ontogénique, de niveau ontologique, avec de l'information. On le sait aujourd'hui sur cet aspect-là, et je pense qu'on n'a pas fini de découvrir ce qui s'y passe. Et bien sûr qu'on peut dire c'est vrai, c'est faux, et que ça peut se discuter, bien sûr. Mais, et il y a encore une partie de l'ADN de Néandertal dans notre ADN. Voilà. Et Néandertal, c'était pas hier, quoi. Donc c'est pour dire que on se promène, voilà, avec tout un champ d'informations que la vie nous invite, si on regarde au niveau vibratoire, donc au niveau informationnel, et qu'on ne regarde pas au niveau rationnel, donc des bits 1, 0, etc., mais dans des ondes, voilà. Et donc quand on est dans les phénomènes vibratoires, on parle de résonance, voilà, et de systèmes qui sont en synchronisation de phase ou en opposition de phase, donc attraction et pulsion. Donc si ça s'additionne, ça augmente le signal et ça met de la cohérence. Et donc c'est de la résonance. Dans l'autre cas, ça se met en opposition de phase, ça s'annule. Et donc le Cameroun, a priori, c'est une opposition de phase. Et les pays nordiques, c'est plutôt une synchronisation, une résonance. Voilà, je vais dire les choses comme ça. Une fois de plus pour sympathiser. Enfin, simplifier, pardon, et donner des repères. Mais enfin, tout le monde a sa manière de décoder ce, ce qu'il le met en lien avec ce qui est juste dans un moment donné. Oui, parce que peut-être que dans 10 ans, le Cameroun, ça me fera vibrer. On sait Exactement. pas. Parce que nous nous nourrissons. Et une fois que nous avons nourri quelque chose, et ben, effectivement, on se dit: «Bah, tiens, une fois que j'ai mangé le sucré et je me suis gavé de sucré», on a tous fait ça, et des excès de sucré là, ou de salé d'ailleurs, puis d'un seul coup on se dit: «Non, terminé». Et puis on se dit d'un seul coup, on se met à aller faire un truc, des gens qui ont jamais mangé de légumes verts, qui se mettent à manger des légumes, des gens qui mangeaient que des légumes, qui se mettent à: «Bah, tiens, finalement, je découvre que finalement manger un peu de viande, c'est pas mal». C'est ça, faut pas juger en fait. Voilà. Faut pas juger, faut toujours être dans l'ouverture et Absolument, et d'avoir cet aspect, comment dirais-je, organique, hein. C'est ce qu'on a parlé tout à que l'heure le sur la corps tête. a raison, a Voilà, ses raisons que absolument, la tête ignore. absolument, et donc c'est le côté organique versus inorganique. Mais s'ils sont là et si nous vivons avec, c'est que chacun a sa place. Il ne s'agit pas de les mettre en opposition et de les, comment dirais-je, de faire une guerre avec ça. C'est juste à quel moment c'est intéressant de réutiliser une connaissance qui est quelque chose d'inorganique et qui, par définition, peut devenir une croyance. Et donc, il y a encore des gens qui pensent que la Terre est plate aujourd'hui, hein. Même si Eratosthène il avait déjà calculé la circonférence de la Terre à quelques centaines de kilomètres près avec un moyen très très simple et de la trigonométrie. C'était bien avant Jésus-Christ, hein, qu'il avait mesuré ça. Et on sait qu'aujourd'hui que la Terre est plutôt ronde, hein, voilà. C'est ce qu'on perçoit toujours, hein, c'est ça. Mais il y a encore des gens qui pensent que la Terre est plate. Donc ça, on est bien dans l'inorganique, hein, c'est-à-dire on n'est pas relié aux signaux, parce qu'il y a plein de signaux qu'Aristote avait captés qui lui faisaient dire que la Terre était une sphère. Voilà. Il avait capté ça. Mais comment? Par l'observation. Voilà. Comment et pourquoi? Mais il avait capté que la Terre était plutôt une sphère. Donc ça veut dire que cet organique, entre guillemets, c'est un autre système de perception. Voilà. Et ça, c'est le cœur de l'approche Action Type, c'est perception, action et intention. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est quelle est notre intention? Qu'est-ce que je choisis de faire? Comme tu dis, j'ai mis l'intention d'aller voir ces aurores boréales, mais en fait, ton intention cachée, peut-être, ou plus ou moins explicite, c'est-à-dire, au travers de ça, je veux aussi me révéler ou découvrir ce qui m'anime. La façon dont tu as voyagé en stop avec ton sac de couchage, etc. Tu aurais très bien pu faire une première expérience et te dire, bon, celle-là, je ne la refais pas.
parce que c'est pas ça qui m'attracte. Bah, justement, Et toi, tu as pris du plaisir à ça. la première expérience a été très difficile, mais j'ai tellement adoré l'aventure et le challenge que je me suis dit: «Mais OK, c'est difficile, mais j'ai vécu des histoires et je veux encore en revivre, même si c'est difficile». Donc, toi, c'est une histoire de curiosité. C'est-à-dire que si tu connais le voyage, toi, si tu connais les étapes du voyage, toi, tu dis, oh, c'est même pas la peine que j'y aille. C'est comme si je te disais, je te donne le programme du match ou le contenu de l'entraînement. Voilà. Mais il y a des gens qui ont besoin de ça, hein. D'autres personnes Oui, c'est ça, vont c'est avoir besoin de ça. qu'on est tous différents et je peux pas Mais toi, dire, c'est pas ça qui t'anime. c'est ça, moi, ma façon de voyager, c'est la mienne et je Mm, peux pas dire que c'est celle qu'on doit suivre. Ma bien sûr. façon de manger, ma façon de faire du sport, ma façon de vivre, c'est la mienne, elle m'est propre et je peux pas dire faites comme ci, comme ça. Parce qu'avant, j'avais un peu tendance à faire ça et l'approche Action Type, je vous remercie, m'a permis d'être beaucoup moins dogmatique dans le sens où avant, j'étais ouais, non, j'ai raison, c'est comme ça qu'on doit faire. Et en fait, quand tu écoutes le corps, tu te rends compte que c'est peut-être vrai aujourd'hui, puis demain, tu fais la même chose et c'est plus vrai, tu vois. Tu manges 5 bananes, c'est bien un jour, et puis le lendemain, c'est plus bon, Mm, mm, mm. tu vois. Absolument. Je voudrais revenir sur une question que tu as posée tout à l'heure, à laquelle on n'a pas vraiment répondu à maintenant. C'est dire pourquoi il y a des gens qui sourient, d'autres qui sourient pas. Parce que c'est une question que tu avais posée. Et là, on va parler un peu de physiologie, de biologie. On va faire référence à une approche qui a inspiré cet aspect-là, qui est le CETAI, voilà, qui est auto-équilibrage du corps, et qui parle de notre système d'engagement social, c'est-à-dire notre système vagal. Voilà, donc dans le nerf vague, je vais pas faire un cours sur le nerf vague parce que c'est pas le sujet. C'est quelque chose que je connais, mais c'est pas ça le sujet majeur aujourd'hui. Mais c'est de comprendre que dans la partie du nerf vague, il y a deux branches, et il y a une branche qui est absolument pas, comment dirais-je, qui est très archaïque, très ancienne, donc qui fait que de l'effondrement. Comme l'opossum que tout le monde connaît certainement, l'opossum, il y a une menace qui passe, qu'est-ce qu'il fait? Poum, il tombe, il fait le mort. Il n'a pas de fuite, il n'a pas de combat, donc il s'immobilise, il se fige, il fait le mort, et ça marche parce que le trois quarts des prédateurs, une proie qui est morte, il n'y touche pas. L'immobilité est un système de protection vis-à-vis des prédateurs. Donc ça, c'est une bonne combine à avoir. Vous êtes chargé par n'importe quel animal, vous foutez en boule et vous faites le mort le trois quarts du temps, ça va inhiber son agressivité. Voilà. Et ça, si on fait, les plongeurs savent très bien ça, avec les poulpes ou avec les calamars. Ils savent que s'ils sont chopés, et plusieurs plongeurs ont connu ça, ils ont été chopés par ces animaux-là, ils s'immobilisent, et si c'est immobile, ils en lâchent. Si tu te mets à bouger, ils vont serrer plus fort. L'immobilité est une forme de non-agressivité. Voilà. Ou si on est vraiment immobile, on inhibe la notion d'agressivité. Voilà. Parce qu'on n'est plus une menace. Et ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que si je suis immobile, que je suis mort, quelque chose qui est mort peut être potentiellement toxique. Parce qu'en fermentation, parce que ceci, parce que cela. Donc, ontologiquement, les mammifères ont appris à se méfier des trucs qui sont morts. Nous aussi, quand un truc est mort, qu'est-ce qu'on fait? On va le piffer, voir s'il est daubé. Première chose qu'on fait, un truc, on sort un truc du frigo, on dit il est encore bon ou pas, on va le piffer. Parce qu'on fait confiance parfois aux gouttes. Et puis on met les deux, et là on se dit bon, c'est bon, délibérément, je joue pas avec ce truc-là parce qu'on le perçoit. Mais dans le nerf vague, en fait, il y a ces deux branches. Et la partie qui est myénélisable, en fait, elle est liée. Le nerf vague, il descend, il passe là, il est complètement, il vient jusqu'ici, mais il est lié au fait de tonifier la colonne vertébrale ou de l'effondrer. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une notion d'effondrement et d'immobilité. Voilà, il y a cette partie-là qu'on connaît, tous les gens qui ont fait des malaises vagos connaissent bien ça. Puis une autre partie, c'est j'ai des expressions faciales, voilà, qui me permettent deux choses. La première, c'est de me mettre en interaction, donc d'avoir du lien social, donc du contact visuel. Voilà, parce que dès qu'on est dans le stress, la première chose qu'on perd, c'est le contact visuel, parce qu'on s'oriente vers la menace. Voilà, donc on perd ce contact social dans le stress. On a tous connu ça. Quelqu'un passe en mode stress. Je fais du bateau, parfois on met la personne à la barre du bateau, elle perd momentanément le contrôle de la barre, parce qu'il y a du vent dans les voiles, donc on ne contrôle plus de façon hydrodynamique, c'est-à-dire la direction, voilà, parce que c'est les voiles qui prennent la main. D'un seul coup, la personne s'immobilise complètement, et là, elle n'est plus capable d'entendre ce qu'on est en train de dire ou de se relier à ce qui est en train de se passer, parce qu'elle est complètement omnibulée et focalisée sur ce qui est en train de se passer. Quand je fais du football, Mm, on me dit tout le temps, dès qu'il y a un peu de compétition, je fais plus de passes. mm, Mais en fait, ouais, je ne vois plus oui, personne. Je ne perçois plus rien. mm, Et quand je me sens bien, on me dit, mais en fait, tu sais très bien, enfin, tu joues très collectif. mm, Bah oui, parce que là, je vous vois. mm, Mais sinon, la plupart du temps, je ne peux mm, pas vous voir. mm. C'est tout le point quand on est en mode adaptatif stress, parce que le stress, c'est un mode adaptatif. C'est vraiment, on polarise sur quelque chose, et donc ce qu'on perçoit, ou ce sur quoi on se polarise, ça devient le cœur central de l'attention, de la conscience, et du coup, on ne voit plus, on n'arrive plus à lire ce qui se passe. C'est-à-dire, on n'a plus cette notion d'ouverture et de réponse, d'exploration,
et de curiosité qui nous permet de lire. Et ça, c'est l'enjeu du sport de haut niveau, que ce soit dans le foot. Moi, je travaille avec l'équipe de France de rink hockey féminine. La lecture du jeu, savoir où sont les espaces, où sont les intervalles, c'est fondamental. Parce que le but, c'est beaucoup plus difficile. On va avoir une hyper polarisation, donc savoir une hyper vigilance sur ce qui est en train de se passer là, bien sûr, et ça donne un avantage compétitif, hein, puisqu'on parle de compétition là. Mais ça, comme tout système, il y a la limite ou la contrepartie, le prix à payer de cette hyper polarisation qui est là. C'est-à-dire que je vais être très fort pour me battre avec ce qui est en train de se passer là. Par contre, je vois pas que j'ai quelqu'un qui est en train de se décaler ou qu'il y a un espace qui est libre là-bas. Niveau défensif, j'ai pas de problème Mm, quand mm, je suis dans voilà. ce stress. Donc ça, c'est intéressant, c'est que c'est intéressant de voir que le processus offensif-défensif, qui est un processus complètement différent, conditionne des comportements parfois différents chez des personnes. Et ça, c'est très fréquent quand on voit des gens qui sont très bons en défense, voilà. Mais quand il s'agit d'aller au bout et de s'exposer, c'est-à-dire que quand on va en offensif et qu'il faut tirer, là, on prend un risque. On s'expose. C'est-à-dire qu'on va tirer, et on peut la mettre dedans ou dehors. On peut faire une passe dans le vide, on peut faire une passe qui va en touche. On peut se rater, entre guillemets. C'est plus du tout la même chose. Parce que l'enjeu est plus le même. Donc, et ça conditionne et ça fait en sorte que c'est plus la même intention. Et on peut être plus ou moins avoir des mémoires. C'est-à-dire que si j'ai tenté 10 fois et que la seule chose, j'ai marqué 3 fois, ce qui est une stat qui est juste dans les systèmes complexes, c'est 7 fois sur 10, on échoue, 3 fois sur 10, on réussit schématiquement. Mentalement, on a tendance à. Mais si j'étais renforcé en disant, on me fait voir que les trucs que j'ai ratés, chaque fois que je vais tirer, je vais avoir l'angoisse de dire, je vais rater. Et d'ailleurs, ça va généralement amener à plus à rater qu'à réussir, entre guillemets, ou plus à décadrer qu'à cadrer, ou à mettre un état de décohérence ou pas complètement optimal pour ce qu'on va faire. Voilà. Donc, et le système d'engagement social dont je parlais, voilà, il est lié à ces expressions faciales. Voilà. Donc avec des gens, Bertrand l'a évoqué, on va revenir avant tous dans le plaisir, parce que c'est un statut émotionnel, le plaisir, et l'émotion, c'est ce qui met en mouvement, hein. Il y a toujours une notion de statut émotionnel chez les individus, même si les gens disent je suis froid, je suis irrationnel, je suis tout ce qu'on veut. Oui, c'est vrai, on l'est tous, mais on est tous aussi fondamentalement émotionnels. Voilà. Mais entre le rationnel et l'émotionnel, c'est un peu comme le cavalier et le cheval. À l'ultime, c'est toujours le cheval qui a le dernier mot, et à l'ultime, c'est toujours l'émotion qui a le dernier mot. Voilà. Toujours, toujours, toujours. À un moment ou à un autre, l'émotion nous envahit, prend sa place, parce que c'est un système qui vient bien avant les étages supérieurs. Et quand nous sommes pris par une émotion, on est envahi par l'émotion. Elle prend toute sa place dans tout le corps. Et du Voilà. coup, comment revenir à un système où on n'est plus dans le stress, tout simplement? Alors, la question, c'est pas le stress, c'est l'excès de stress. Quand on a trop, c'est pas simple. C'est un travail de dialogue. C'est un processus pour nous apprendre à dialoguer avec nous-mêmes. Et c'est ça qui est compliqué, parce qu'on n'est pas éduqué à ça. C'est-à-dire que quand on a peur, quand on est insécurisé, quand on a les pieds poites, les mains moites, ou qu'on est hyper polarisé, ça nous invite à dire qu'est-ce qui est en train de se jouer chez moi, qu'est-ce que je suis en train de mésinterpréter, ou quel est le signal pertinent. Quel est le signal pertinent? Je peux entendre un bruit, et si c'est un bruit de flingue et de coups de feu, ça peut être intéressant de savoir si c'est un pétard ou si c'est vraiment des coups de feu. Surtout maintenant en France, dans certains quartiers. 14 juillet, mais il peut y avoir des coups des pétards ou des coups de feu. Et donc c'est intéressant de dire cette hyper-vigilance, elle me permet de dire ah, c'est intéressant d'être stressé et de se barrer s'il y a des coups de feu qui arrivent, quoi. Oui, mais Et bien donc, souvent, c'est que c'est mésinterprété aussi. alors, Tu vois, comme tu disais, je prends le métro, je suis stressé. Alors, oui, parce qu'il y a cet effet mémoire. C'est-à-dire que plus on a été impacté tôt, donc on parlait tout à l'heure de ce qui passe in utero jusqu'à schématiquement 2 ans, ce qu'on peut appeler de catégoriser dans les expériences de vie ou les traumas précoces. Là, on encode très très fortement. Je vais prendre un exemple que je t'ai raconté tout à l'heure, avec notre fils aîné qui, partant de l'histoire de ses 2 grands-parents côté maternel, qui ont vécu à Rouen pendant la Seconde Guerre mondiale et qui ont été rasés. Rouen, et une grande partie, notamment la rive gauche de Rouen, a été complètement rasée par les bombardements, parce qu'il y avait déjà à l'époque beaucoup d'industries pétrochimiques, donc il fallait couper les carburants pour les Alliés, enfin pour les Allemands. Les Alliés voulaient couper absolument ce flux de carburant, parce que c'était une guerre tactique, hein, sur la ressource. Et donc Rouen était excessivement bombardé juste avant le débarquement. Là. Voilà, ça s'appelle la Semaine Rouge sur Rouen, c'est en tout 1944. 44, ouais, juste avant le débarquement. Et ma belle-mère a connu ça, elle nous l'a raconté, elle le raconte à notre fils un dimanche. Et dans la semaine, lui, il fait un rêve où il me dit: «J'ai passé la plus mauvaise nuit de ma vie. J'étais dans une cave, c'était enfermé, ça faisait du bruit, il y avait des bombes, des machins, et cetera.
Et là, je me souviens que le dimanche, il a rencontré ses grands-parents. Je lui ai dit: «Mais de quoi tu as discuté?» Il avait discuté de ses bombardements. Voilà. Donc il a fait ressurgir quelque chose qui fait que pour lui, forcément, ces bruits, particuliers, forcément l'activaient. Parce que dans la transmission génétique, dans la transmission, qui se passe d'une génération à l'autre, ce truc-là, il était de dire: «Attention, si ça gronde et qu'il y a du bruit, il faut descendre se foutre à l'abri à la cave». C'était ça le message. Si ça gronde et que ça fait du bruit comme ça, va te foutre à l'abri dans une cave. Alors ça va peut-être être, anxiogène, peut-être que tu vas avoir beaucoup de peur, mais c'est ce qui a permis de survivre à ces familles qui, dès que ça sifflait, descendaient, se mettaient à l'abri, dans des endroits et faisait qu'ils ressortaient et voilà. Et si on ajoute à ça que dans l'histoire familiale, il y a un membre de la famille, heu, dans cette branche familiale qui a disparu pendant la guerre, qu'il est parti le matin, pour aller faire du pain, il n'est jamais rentré, on l'a jamais retrouvé. Voilà, ça devient signifiant. Donc il y a toujours des espèces de choses qui se jouent. C'est-à-dire qu'on peut très bien, si on se met à l'écoute et là c'est un rêve, hein, on parlait du rêve tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe quand on éteint la volonté, on éteint le rationnel? Et ben là, c'était un rêve et plutôt que de se dire: «Bah, je le chasse», j'en parle et on essaye de trouver du sens et plus jamais il était, réennuyé par ce genre de choses et ça a contribué à développer chez lui de la sécurité et qui fait que des situations avant où il y avait, plus ou moins beaucoup de monde et cetera, étaient des choses qui pouvaient parfois l'envahir et donc avoir envie de se mettre en retrait et d'aller se planquer, bah, c'est devenu de moins en moins perturbant pour lui. Voilà donc Oui, c'est quelque part, la vie nous envoie des signaux, oui. nous montre à chaque fois qu'est-ce qu'on a à travailler et qui, quand c'est transcendé, en fait, ça devient une faiblesse, devient une force. Oui et puis c'est toujours pareil, on en parlait, dès le début sur cette forme de disclaimer, c'est qu'à un moment, à partir du moment où il a pu mettre du sens sur le fait qu'il y avait des choses, le bruit était un activateur et cetera. J'ai un autre exemple comme ça avec une cliente avec le bruit des avions. Elle va chez son fils à Nantes, elle voit passer un avion, à Nantes, les avions passent au-dessus de la ville, l'approche se fait au-dessus de la ville puisque le Notre-Dame-des-Landes s'est pas faite et donc elle a dit: «Je suis complètement terrorisée, je suis obligée de m'arrêter avec la voiture, je peux plus conduire tellement je tremble, je suis prise de tous les côtés et cetera» et elle me raconte cette histoire et je suis avec elle en accompagnement en extérieur et je lui dis: «Mais je ne sais pas pourquoi, moi j'ai des images qui me viennent, qui résonnent avec, des bombardiers et cetera» et je lui dis: «Mais où étaient tes parents pendant la Seconde Guerre mondiale?» et c'était à Royan. Donc c'est qui a été complètement rasé, La Rochelle, où il y avait des bases sous-marines, comment dirais-je, allemandes, donc ça a été rasé complet et ça a été, comment dirais-je, des semaines et des semaines et des mois de bombardements pour neutraliser ces bases et donc ses parents, pareil, ils m'ont dit: «Oh, se sont échappés, se sont mis à l'intérieur, ils sont allés se foutre un peu à l'intérieur pour échapper à ces zones-là» et en fait, ça lui a rappelé cet événement traumatique qu'elle a pu réguler et depuis, elle est plus du tout ennuyée avec Oui, ça, alors quoi. qu'elle, elle l'a jamais connu, mais c'était dans son ADN. On sait aujourd'hui, il y a eu Bien des sûr, études, je crois, sur des souris qui ont montré bien que sûr. l'ADN, en fait, les traumatismes des grands-parents, des Mmh. parents passent Oui. chez les enfants Mmh. parce que c'est de la survie. Tout à fait. Et là, mais tout le point, c'est le travail d'écoute, tu vois? Et quand on est dans l'accompagnement, d'inviter, et de se dire et à questionner, parce que vraiment, on a eu posé ça, elle a continué à pouvoir libérer, donc à trembler, à évacuer, à pleurer, à pouvoir partir, courir, marcher, s'échapper, hein, du truc, sortir de l'immobilité dynamique dans laquelle l'événement traumatique nous met, et de pouvoir réguler ce truc-là. Réguler, mettre à Et jour quelque part. absolument, le réactualiser, le renégocier, le réimprimer autrement dans tout notre système d'information. C'est-à-dire physiquement, émotionnellement, en termes de sens et probablement aussi dans le système d'information que sont les cellules, bien évidemment, et qu'est notre ADN. Parce que l'humain, tous les systèmes sont combinés, ils ne sont pas détachés les uns des autres. Ils sont en interaction les uns avec les autres. C'est un équilibre et des connexions, hein, qui sont très, très subtiles, entre guillemets, et qu'on ne mesure pas parce qu'on ne sait pas les mesurer, parce que c'est justement des signaux qui sont parfois indirectement liés par un processus ou qu'on n'arrive pas à relier entre quelque chose qui se passait là et ce qui se passe là. On a des mesures, mais on ne sait pas les relier parce qu'on ne sait pas ce qui se passe entre les deux. C'est l'histoire de beaucoup de gens où, par exemple, quelqu'un va commencer à devenir alcoolique ou va avoir des comportements déviants et tu sais pas d'où ça vient. Et quand tu regardes dans l'histoire, tu te rends compte, bah oui, que le grand-père, enfin, enfin, ça se retrouve dans l'histoire. Et une fois que les personnes comprennent ça, elles retrouvent du contrôle, de la maîtrise, et là, elles peuvent s'en sortir. C'est-à-dire qu'on ne vient plus, on n'est plus enfermé et prisonnier de quelque chose. C'est ça. Parce que bien souvent, dans nos comportements, on se rend bien compte que des fois, on fait des choses alors qu'on sait que c'est pas une bonne idée de faire ça.
Pourquoi on le fait? Bah, parce que justement, il y a une notion de survie qui est là. Et tant qu'on n'a pas débloqué ça, on va foncer tête baissée dans Mmh. quelque chose qu'on sait qui est dangereux pour nous. Mmh mh. Et puis c'est une réponse qui est, pertinente, puisque ça si aller, je reprends l'exemple d'aller se foutre à l'abri dans une cave, ça a fonctionné et de s'extraire et de se planquer, ça a fonctionné. Bah, j'ai aucune raison de ne pas l'écouter. C'est la première chose qui va revenir parce que bien sûr que les gens qui ont fui, qui sont allés se foutre à l'abri dans des caves, ils avaient parfaitement raison de le faire. Ils ont survécu, ça leur a permis d'être là et de faire que moi je suis là aujourd'hui. Parce que voilà, sinon s'ils avaient disparu, ils étaient disparus, je serais pas là pour en parler, quoi. En Et vivre. 2025, c'est peut-être plus nécessaire, quoi. En tout Exactement, cas, en 2025, on ne sait pas plus tard. exactement, exactement. Ok. Euh, Peut-être une dernière question sur par rapport aux mots. Il y a des mots, quand on dit une phrase, parfois chez quelqu'un, ça peut activer des choses ou d'autres. Ça, c'est ce que vous avez pu voir du coup avec le Setai, c'est ça? Avec les Que, motivations profondes, ouais. avec les motivations profondes, Le que profil de motivation, ouais. par exemple, moi j'avais comme ça, ma mère, à chaque fois je l'appelais, je dis ouais, t'as pas compris. Elle s'énervait tout de suite. Et puis je l'ai profilé et j'ai vu qu'effectivement, le besoin de compréhension chez elle était prédominant. Et du coup, c'est quelqu'un qui a besoin de comprendre. Et si elle ne comprend pas, ça va l'énerver, quelque part. Ça va nous titiller. J'avais aussi mon coiffeur, j'avais vu qu'il était ancrage externe. Donc lui, le fait de allez, on y va, go, 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 ça le motive. Et je m'étais amusé, je lui avais mis des phrases comme ça, allez, vas-y, go, on y va. Et le gars, tu vois, ça le motivait, alors que les mots n'avaient rien à voir dans la conversation. Et ça, est-ce que vous pouvez en parler un peu plus de ça, Bertrand? Bah, disons que le corps, il a des besoins et les aspects cognitifs, donc les mots, tout ce qui est registre lexical qui couvre en fait du sens, hein, bien sûr, a un impact sur le niveau sensorimoteur. Et ce que le CETAI a montré et que Ralph a mis en évidence au niveau des motivations profondes, c'est simplement que il y a une recherche de cohérence dans le système. Et le système de motivation profonde qui, comme Philippe l'expliquait, permet de maintenir un niveau d'activité en fait de tout ce qui est antigravitaire pour tenir debout, et donc qui est hyper important pour nous dès qu'on est sur les deux pieds, va dépendre d'éléments qui sont bien sûr sensorimoteurs, de mouvements, va dépendre aussi d'éléments émotionnels, de sensations, et va dépendre de certains registres cognitifs qui sont justement alignés avec les préférences de l'individu. Donc il y a des gens, comme tu viens de l'évoquer, qui ont besoin d'allumer la sphère intellectuelle pour pouvoir comprendre, donc d'avoir quelque chose qui est actif au niveau du cerveau et surtout de la partie qui cherche à contrôler ou maîtriser. Et ces gens-là, si tu allumes pas cette partie-là, ben, ils ne sont pas disponibles. Et donc pas attentifs à ce qui se passe non plus. On peut penser à l'école aussi, hein. Il y a assez de choses racontées à ce niveau-là, puisque j'ai fait quand même quelques années comme enseignant à l'école en Suisse. Oui, Hem, c'est-à-dire que si un élève n'écoute pas, c'est pas parce qu'il est bête ou il est dissipé, c'est non, peut-être non, mais parce il y a qu'on il y a l'a pas pas d'élèves il y activé. a pas d'élèves bêtes. Il y a pas de bons et de mauvais élèves déjà, hein. Il y a des élèves qui sont prêts, des élèves qui sont pas prêts, c'est notre philosophie. Donc c'est clair que c'est plus facile de bosser avec les élèves qui sont prêts qu'avec ceux qui sont pas prêts. Mais il y a un moyen de les préparer et c'est un petit peu, certainement les choses que l'avenir va nous amener, c'est de faire comprendre qu'il y a d'autres besoins qu'il faut nourrir, à l'école. Heu, on peut revenir sur la tête bien faite ou bien pleine, hein. C'est des choses qui sont vraiment importantes. Mais les motivations profondes, effectivement, bon, vont allumer un système qui est lié au système nerveux autonome, donc sur lequel on a très peu de contrôle avec notre conscience. Il faudrait vraiment être un yogi ou quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de travaillé sur les aspects, ces aspects-là pour pouvoir avoir un peu de modulation sur le système, mais en même temps, le corps nous permet d'activer ce système, l'aspect émotionnel également et l'aspect cognitif également. Ça veut dire qu'on a des gens qui ont besoin de cet aspect intellectuel d'abord, et puis d'autres qui ont besoin de l'aspect lié plutôt à un engagement corporel. Est-ce que tu peux nous expliquer ça concrètement? Par exemple, c'est des phrases, souvent, bon, je sais que c'est un peu une généralité, mais il y a des phrases qui font réagir certaines personnes, enfin le corps, et d'autres justement qui ne font pas réagir.
Ouais, il y a un champ lexical, en fait. Tout ce qui est connoté ensemble, qui est connecté, on peut utiliser plein de termes qui allument, en fait, les mêmes, significations. Et quel terme, par exemple? Bah, tout simplement, si tu as parlé de compréhension avant, c'est Mmh. que si, la personne, je lui donne les moyens d'atteindre intellectuellement une information, donc d'avoir une information dont elle a besoin, elle va être motivée parce qu'il y a des gens qui sont motivés par, avoir l'information. Alors que d'autres n'en ont pas besoin. Non, pas tout de suite en tout cas. Tout le monde a besoin d'informations, mais Voilà. pas tout de suite. La motivation, c'est un aspect qui allume, qui prépare, à faire quelque chose. On parlait d'engagement social, donc c'est si j'ai l'information, je peux m'engager socialement, donc je peux, éventuellement sourire à l'autre ou pas, mais je peux en tout cas rentrer en connexion avec l'autre parce que, moi je suis prêt. Moi je suis disponible, j'ai un niveau d'activation qui est suffisant pour faire le pas d'aller vers l'autre. Si par contre je suis pas nourri à ce niveau-là, j'ai pas l'information, je peux avoir, plein de frustrations, plutôt des évitements, plutôt l'envie de se renfermer sur moi-même et d'être dans mon monde et pas du tout prêt à rentrer en connexion avec l'autre. Et là, on peut tomber, sur des extrêmes, hein. Moi, j'ai un fiston aussi qui est quand il s'enferme, hein, et tu peux pas lui parler pendant des mois, hein. Donc c'est il a plus envie de connecter. Mais c'est aussi ça fait partie en fait des éléments qui nous permettent d'apprendre à mieux nous connaître et qui vont bien sûr évoluer dans la vie parce que, on aura des expériences qui ont allumé, éteint ces différentes phases. Et il y a des mots comme par exemple l'action, ce que tu as mentionné par rapport à ton coiffeur, je crois. Oui. Ou l'action, le fait d'agir, d'avoir de l'efficacité, de l'impact, ou le fait de pouvoir, s'appuyer sur les éléments qui m'ont permis dans le passé d'avoir de l'efficacité et de l'impact, vont m'allumer. Ça veut dire que j'utilise ma connaissance, mon vécu pour faire quelque chose, ou j'utilise mon envie d'avancer, mon envie d'avoir des résultats immédiats pour pouvoir impacter, ce qui est en train de se passer. Mais ce qui est dingue, c'est que tout d'un coup, les personnes ont beaucoup plus, limite 2 fois plus de force et c'est incroyable ça, notamment dans tout ce qui est sport ou même dans l'aspect, par exemple, pourquoi quelqu'un va mieux performer, je sais pas, dans le même travail? Parce qu'il y en a un qui va être surmotivé, parce que ça va toucher des zones de son corps, Mmh. ou en tout cas des zones de sa cognition, alors qu'un autre, ça va le saouler, Oui, oui, mais c'est ça. dans un autre contexte, ça va s'inverser. Bah oui, on est tous différents, on a tous des besoins différents, mais ce que peut-être, il s'agit de comprendre, c'est que, on a besoin d'avoir un système qui est prêt à faire quelque chose et donc il s'agit que tout le corps soit prêt à faire quelque chose. Et l'idée des motivations profondes, c'est un petit peu comme les pédales du vélo, c'est pouvoir faire démarrer le vélo qui fera le chemin, en termes de mouvement, mais il faut démarrer avec les systèmes et les motivations viennent par 2. C'est un peu comme les pédales du vélo. Mais tout le monde, en tout cas, a une des pédales qui est liée soit justement à la sphère intellectuelle, donc la tête doit être prête en premier pour pouvoir ensuite, quelque part, guider le corps et entraîner le reste avec. Donc c'est l'information d'une manière ou d'une autre et le 50 des gens sont plutôt sur l'action, où le corps doit être engagé. Donc soit le corps s'engage d'abord, soit la tête s'engage d'abord. Mais tout le monde a bien sûr, les 2 avec une priorité qui correspond en fait à ce dont il a besoin de nourrir en premier pour pouvoir, démarrer. Donc on a un système qui est extrêmement, efficace et quand on allume effectivement les choses qui nous rendent disponibles, on a plus de force, on a plus de capacité à transformer, heu, les actions de manière efficace, tout simplement. Donc on l'a mesuré, ça fait des fois des variations de 10, 20, 30, 40 des fois de plus. Des fois même jusqu'à 50. Parce que quand le système il est éteint, ben, il a pas cette capacité à recruter, si on va dire, la musculature. Mais quand le système est prêt à démarrer, on l'a mentionné par rapport au trauma avant, on peut avoir une énorme activation de la musculature et ça peut faire une énorme différence. C'est pour ça que le langage d'un coach, d'un accompagnant, d'un entraîneur peut ou d'un manager dans l'entreprise peut allumer ou éteindre, la personne qui est à côté et personne peut-être va comprendre puisqu'ils n'ont pas forcément la vue globale, hein, ce qui se passe réellement. Mais on peut Oui. éteindre, allumer quelqu'un ou un prof par rapport à un élève. Il peut l'allumer ou l'éteindre en lui faisant une critique, en le jugeant: «Ouais, toi, de toute façon, tu es comme ci, tu es comme ça». Oui, alors qu'un autre, L'élève ça peut va le motiver. et C'est d'autres peuvent être motivés par le jugement. Ouais. Voilà, bah, par exemple, il y a Tu des es pas personnes, cap, tu es il y a pas des cap. bah, voilà, il y a des personnes, tu pas cap, ça va les motiver, la Ouais, puis d'autres, ça va les compétition éteindre. et le Mmh. contraire, des gens, tu vas leur dire: «Bah, on est là pour le plaisir, pour se faire plaisir», eux, ça va les descendre. Mmh mh. Mmh.
Et ça, c'est très important de le connaître quand on est manager, quand on a même quand on parle même à sa famille, comme on parle à ses enfants. Si tu as un enfant, tu veux qu'il, voilà, tu veux son développement et au sport, tu lui dis, allez, là, compétition, hein, on y va, et que lui, il est là, lui, il répond aux besoins de plaisir, ça va juste le casser. Alors, les 2 répondent aux besoins de plaisir, mais le compétitif, il n'est pas Mm, que pour le plaisir. mm, C'est le plaisir qui va mener à quelque chose mm. qu'il a fixé au départ, un objectif, en tout cas. Mais tout le monde va réagir au plaisir. C'est pour ça qu'il faut faire gaffe avec les clichés. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont besoin de l'affrontement, quel qu'il soit, hein, il peut être de différents types d'affrontements pour pouvoir se surpasser. Puis d'autres ont besoin de connexion avec l'autre. Donc c'est plutôt côté équipe. Et c'est un truc intéressant puisque j'ai eu l'occasion de profiler justement Zinedine Zidane à Madrid en décembre 21 et j'ai pu voir pourquoi en fait il était particulièrement bien apprécié des gens avec qui il a joué. Parce qu'il a ce côté compétitif dans sa manière de jouer, c'est-à-dire il va jouer pour gagner. Mais dans sa motivation, il a aussi cette capacité à se connecter aux autres pour être au service du projet d'équipe. Et ça, c'est aussi quelque chose d'extraordinaire parce que ça va permettre la, la complémentarité avec les autres, faire les passes au bon moment. Tout ce que tu as dit par rapport à toi, c'est que si j'ai une capacité de passer le ballon à des personnes qui sont mieux positionnées que moi par rapport au jeu, eh bien, ça va transformer complètement l'équipe. Ça va transformer la réalisation de l'équipe et l'expression de l'équipe. Et c'était un petit peu ce qui faisait sa force, c'est cette capacité justement à comprendre où aller mettre le ballon à un moment donné Et c'est ça, et à c'est qui à le donner. de jouer sur sa force justement, de jouer sur ses facultés Voilà. et de pas forcément entraîner là où on n'est pas. Et c'est vrai que Zidane, pourquoi l'entraîner à être un défenseur central? Peut-être pour être plus complet, mais ça n'a aucun sens. Bah, c'est voir là où il s'exprime le mieux, là où Mm. il prend son pied, là où il est vraiment en train de se transcender, quoi. Et C'est quelque part, l'approche avec Action Type, c'est un peu dire on peut tous être des Zidane quelque part. Eh bon, à notre manière, à notre à notre manière, manière, ouais. faut trouver notre zone où on se transcende. Ouais, voilà. On sera peut-être tous des idées à notre manière, mais pas des zizous, Ouais. dans le sens où il a ses particularités, ses singularités qui font que voilà, c'est un joueur unique et exceptionnel. Il est reconnu par beaucoup de personnes comme étant particulier. Oui, mais est-ce que s'il est unique et exceptionnel, c'est pas aussi parce que on l'a vu comme unique et exceptionnel? C'est parce qu'il s'est peut-être autorisé, le fait de l'être et que le contexte a permis qu'il puisse s'exprimer comme ça. Quelque chose d'intéressant dans ce que tu dis, Maurice, c'est pour compléter ce que disait Bertrand. Sur les conditions qui l'ont amené ici, dans son histoire. Il y a des études qui ont été faites, notamment sur le football en Angleterre, qui font voir que l'un des marqueurs qui fait que des sportifs finissent dans le haut niveau, quel que soit leur passage après leur histoire de vie, qu'ils passent en centre de formation, ils passent quasiment tous en centre de formation, c'est que dans leurs jeunes années, ils ont eu ce qui s'appelle de la pratique délibérée. Qu'est-ce que ça veut dire de la pratique délibérée? C'est du football de rue, voilà, où les gens jouent sans code, sans contrainte, et non. Sinon, celle qui D'autres, celles, décide. celles qui décident et celles Mmh. qui leur parlent. Voilà. Et donc, ça veut dire que c'est très intéressant hein, d'avoir cet aspect-là. C'est comment on amène quelqu'un à aller là où est Zizou. C'est quand on regarde des personnes qui sont au plus haut niveau, c'est toujours intéressant de voir quelle est leur histoire de vie, voilà, par où ils sont passés, comment ils se sont construits. Donc ça, c'est un aspect qui est important, parce qu'on regarde toujours il y a les entraîneurs, etc., etc. Mais comment, dans ces jeunes années, la personne a développé une confiance, une estime, une façon d'être qui la caractérise et qui fait que elle a pu faire voir quelque chose. Ou à contrario, je prends un autre exemple très récent. Une personne qui fait partie des gens qu'on accompagne en ce moment, avec lesquels on bosse. Il a envoyé quelque chose hier. On a parlé hein, de la notion de compréhension, c'est-à-dire j'ai besoin de saisir d'informations avant ou au contraire d'être dans l'action, c'est-à-dire d'être dans le concret et de faire les choses. L'exemple concret qu'on a tous, c'est au moment où on achète un meuble Ikea, il y a ceux qui lisent la notice avant de monter, et ceux qui prennent les pièces et qui les assemblent. Voilà. Donc, et à l'école, c'est pareil. Il y a des gamins qui ont besoin de comprendre les choses, puis après, ils vont les faire. Et donc, c'est l'école dominante en France. Et puis, il y a l'apprentissage, où on fait les choses, on s'immerge, on pratique, et à partir de cette pratique, on remonte vers les concepts et la compréhension des choses. C'est pas bien ou mal, c'est que les deux fonctionnent. L'Allemagne, d'ailleurs, est très intéressante là-dessus, puisque ils utilisent beaucoup le système d'apprentissage hein, par la pratique, et ils ont autant d'ingénieurs qui sortent de la voie école supérieure, etc., que d'ingénieurs qui viennent de la filière apprentissage. Voilà, ce qu'on a commencé à faire en France il n'y a pas si longtemps que ça, et qu'on a régénéralisé il n'y a pas si longtemps que ça. Mais ce qui est intéressant, c'est quel est le cursus, tu vois, qui ont amené ces personnes à aller là. Et on a eu l'exemple dans un centre de formation
le football, parce que je sais que tu as une sensibilité pour le football et la communauté aussi qui nous écoute, d'avoir des personnes rentrées d'Afrique, voilà, pour aller voir ce qui s'est passé en connexion avec des clubs, etc. Et je me souviens, il était assis dans le canapé comme ça. Nous, on allait démarrer la session de formation avec lui. Et je lui pose la question, tu as l'air un peu dubitatif, éteint, etc. Il me dit, oui, ben, je rentre d'Afrique. Et il me dit, et voilà le constat. Le constat, c'est que les gamins, les U14 de là-bas, sont à un niveau de pratique, d'engagement, qui est au moins équivalent à celui des U16 et U17 chez nous. Et si je mettais ces U16, U17 de là-bas face aux U17 de chez nous, ils ne résisteraient pas très longtemps. Voilà. Et mais ils n'ont pas de terrain, ils n'ont pas la moitié des moyens qu'on a ici. Je parle d'un centre de formation d'un club professionnel, hein. Et le constat, c'est que ces gamins-là sont plus prêts que ce truc-là. Et donc, on démarre la session avec ces informations de formation en disant, tiens, voilà, il y a ce constat-là, comment c'est-il que ça résonne chez vous? Parce que ça pose la question du métier qui est le vôtre, une partie de votre métier qui est du centre de formation. Et un des éléments qui retourne, c'est que à force de faire trop de techniques et de vouloir imprimer des choses aux gamins avec des tests, avec tout ce qu'on veut, l'un des personnes qui était là, qui est un protagoniste qui a été footballeur professionnel, qui est dans les filières de formation, centre de formation depuis de nombreuses années depuis, s'est reconverti là-dedans. Et à force de mettre trop de tests, trop d'attention sur le processus et passer sur l'individu, on finit par perdre des gamins. Mais alors, c'est un constat difficile, hein, bien sûr, mais c'est vrai pour tout. C'est vrai à l'école aussi. Voilà. Hein, ce praticien dont j'allais parler, ce qu'il nous pose hier, suite à un call qu'on a, etc., on est sur la développer, justement débloquer tout ce qu'il y a à débloquer, etc. Il nous sort que c'était un gamin hyper turbulent, actif, comme les personnes qui sont plutôt sur l'action, le saut au départ. Et en fait, son père, parce qu'il supportait pas ça, qu'est-ce qu'il faisait? Parce qu'il considérait que c'était pas son référentiel, il mettait le cul sur une chaise en lui demandant de se concentrer. Voilà. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il reprend ça et il nous ressort ça? C'est qu'hier, on a simplement bossé en disant, finalement, si tu poses une intention par rapport à ce que tu veux faire là maintenant, c'est quoi? Donc l'intention, c'est tous les jours, je m'autorise un peu plus à être moi-même. C'est ça l'idée. Il ne s'agit pas d'être demain, j'envoie tout chier et puis je fais tout péter, mais il pose simplement ça. On pose ce truc-là, et je dis, est-ce que tu peux te dire ça? Et te le dire, t'entendre le dire pour que tu l'imprimes. Il fait ça. Et dans les heures qui suivent, il fait ressurgir ce truc-là. Donc c'est certainement une personne qui a, sous contrainte, qui s'est dénaturée, qui s'est adaptée, voire suradaptée. Pourquoi? Pour exister dans le regard de l'autre. Parce que c'est ça la problématique que nous avons en tant qu'humains. C'est que nous nous construisons dans nos jeunes années au travers du regard de l'autre et en dépendance avec l'autre. On sait très bien que si on n'est pas protégé par les parents, on n'a pas une relation, entre guillemets, on ne crée pas un attachement. Alors le but, c'est qu'il soit sécure, mais parfois il est insécure, parfois il est ambivalent. Un coup il est sécure, un coup il n'est pas sécure. Et si on n'a pas construit, on n'a pas cet attachement, on disparaît. On va mourir très vite. Voilà. Et donc, pour être sécure, on est capable de faire plein de choses. Très jeune, mais aussi plus tard. Hein, on a tous connu un moment dans nos vies, y compris adultes, on se conforme à quelque chose que dit l'autre parce que on craint quelque chose de l'autre. Une réaction, on craint d'être exclu, on a nos peurs, on craint la confrontation avec la personne, on craint, que sais-je, on redoute le truc, on n'est pas prêt à faire face ou à dire non, tout simplement. Et donc, on s'adapte, on suradapte à ce qui est proposé. Et donc, à partir de ce moment-là, on commence à se falsifier, entre guillemets, ou à aller apprendre une langue étrangère, hein, voilà, qui n'est plus native et qui nous éloigne de ce niveau d'énergie et de vitalité. On a parlé de santé au départ, mais c'est intéressant de parler de vitalité. Hein, ce qu'on cherche à faire, tout ça, c'est de la vitalisation. Parce que c'est vital. D'être soi-même. C'est de l'énergie vitale. Mm. C'est ce qui nous nourrit, ce qui nous maintient, comment dirais-je, debout, qui nous énergise, qui nous fait transformer tout ce qu'on ingère, ce qu'on respire, en une énergie qu'on oriente vers quelque chose. C'est ça un processus de vitalisation. Et on est là pour ça. C'est vital d'être soi-même parce qu'on ne peut tout simplement pas être quelqu'un d'autre. C'est tout aussi simple que ça. Je voulais rebondir sur. Il y a un pianiste, c'est Sofiane Pamar. Alors, il est un des tops, notamment en France et même, je pense, dans le monde. Et c'est quelqu'un qui racontait qu'effectivement, lui, il vient plutôt des banlieues. Et en fait, il jouait du piano. Et sans doute qu'il jouait pas très bien. Mais en fait, personne ne savait jouer du piano. Personne n'était allé au conservatoire autour de lui. Donc tout le monde disait, waouh, mais c'était Mozart, c'est magnifique, c'est incroyable.
Et je fais le constat, hein, il y a beaucoup de très bons pianistes techniquement, mais parce qu'ils ont conservateur, parce qu'on leur dit: «Ah, mais là, c'est pas bon». Là, tu vois, on met le point sur les trucs qui vont pas. Et moi, j'en ai vécu, j'ai fait beaucoup d'improvisation petit. Je jouais devant tout le monde. Et ben aujourd'hui, je ne peux plus le faire parce que j'ai eu des gens qui m'ont dit: «Ah, mais là, c'est pas bien. Ah, là, tu fais pas bien. Ah, là, c'est Bel chiant». exemple. Ça m'a cassé. Ouais. Ça m'a complètement Alors cassé. que tu adores jouer du piano. J'adore jouer du piano, mais je ne le fais plus du tout en public parce que Tu fais j'étais bien de me dire ça. cassé. On va s'en occuper. On va s'en occuper. Mais voilà, pour dire que quand même un enfant joue même mal ou quoi, mais il faut jamais lui dire: «Tu joues mal, tu fais mal». C'est oriente-le, guide-le, mais jamais, ne l'enferme parce que justement tu perds un grand talent, quoi. Mais qui es-tu pour juger ce que fait l'autre déjà? OK, quelle que soit l'action. Si l'autre n'est pas en train de nuire à quelqu'un d'autre, voilà, je veux dire, c'est pas, si l'autre s'exprime, qu'est-ce que ça nous coûte d'encourager la personne? C'est comme à l'école, les encouragements, ça fait pas de mal, hein, ça aide plutôt à voir les choses sous des aspects plus constructifs. Mais on sait très bien que c'est très compliqué d'être constructif et très facile d'être, destructeur. Parce on a une programmation aussi par rapport aux dangers. On parlait des traumas aussi auparavant, hein, donc et on est programmé pour voir les contrastes et les dangers d'abord et voir ce qui va pas d'abord, avant de voir vraiment ce qui va bien. Donc on a une programmation sur laquelle il s'agit de prendre un peu de recul et de se coacher soi-même, de s'auto-guider par rapport à ça, pour favoriser l'accélération et la construction de l'autre. Bon, je crois qu'on a beaucoup parlé. On va merci à vous 2. Donc l'épisode est disponible sur YouTube et aussi sur Spotify, donc sur la chaîne Mao Brut. Et voilà, si on veut retrouver, vous faites des formations. Bah, du coup, j'ai été formé, donc je suis praticien certifié. Je suis très fier de ça. Merci à vous notamment Philippe aussi de m'avoir formé. Ça a changé ma vie. Donc c'est vrai que je conseille à tous ceux qui font de l'accompagnement de passer par cette formation. Je dois dire que ça change la vie, la manière de voir. On va pas dire le contraire. Et même tout ce qui est les professeurs ou ce genre de personnes. Donc de toute façon, je mettrai les liens sur lesquels vous retrouvez, les réseaux et tout ça. Et puis, il faut peut-être inviter les personnes aussi, même si elles ne sont pas forcément tout de suite intéressées par la formation, aller à la découverte d'elles-mêmes au travers de l'approche. Donc, je les invite vraiment à être profilés, à Venir vivre une venir expérience. vivre une expérience, que ce soit lors d'une formation, elles servent de cobaye ou aller s'offrir. Et avec une des gens rencontre- qualifiés. Et avec des gens qualifiés, bien sûr, la Parce communauté. que les Avec des gens préférences qualifiés. motrices, il y a quand même beaucoup de choses qui se font où les gens sont pas du tout formés, vont dire des trucs qui sont pas forcément Action réels. Type est à la base du mouvement des préférences motrices, puisqu'on était les premiers Ouais. à mettre ça en évidence et surtout les premiers à créer des situations pratiques pour mettre en évidence les profils. Donc, on a beaucoup évolué depuis 35 ans et donc c'est l'objectif, c'est de respecter le client et de lui donner un cadre déontologique, Puis de pas qui est à la passer hauteur, pour un cadre éthique. le magicien. Surtout pas enfermer les gens dans quoi que ce Ouais. soit, donc et dire aux gens comment ils sont, Oui, et aussi. faire des raccourcis qui ont pas mention d'être. Un profil est très complexe, donc il s'agit de le respecter. On est très complexe. On est très complexe, on n'a pas le choix. Et c'est ce que tu as vécu entre ce que tu révélais au départ du parcours et finalement là où tu es arrivé en te mettant à l'écoute et en te questionnant, puisque le profilage, la formation ou l'accompagnement qu'on va faire avec c'est juste une invitation à ce que la personne dialogue avec elle-même et à valider Avec son corps. avec son corps et au travers de l'auto-observation, du lien, chacun le fait à sa manière avec ce qui est en train de se jouer au niveau moteur et en termes de sensations, de valider ou invalider ou de dépasser, transformer, renouer avec des choses qui ont parfois ont été enfouies pour des raisons éducatives, on l'a évoqué, des raisons de mise en conformité ou des histoires. Et donc il y a toujours de bonnes raisons, il n'y a pas de jugement à avoir par rapport à ça. Mais on a tous de bonnes raisons de s'être, entre guillemets, habillés avec un costume qui est pas tout à fait celui pour lequel, c'est pas tout à fait dans notre taille, Le one size ou fits le all. one size fits all, ou dans une pointure de godasse qui parfois nous fait un peu mal aux pieds. Au début, moi, quand je faisais des profils, j'avais pas fait encore la formation, je faisais des profils, je disais, ah, toi, t'es tel profil, C'est t'es là où on tel s'est profil, t'es rencontrés, tel ouais, je me souviens. profil. Et en fait, je me suis rendu compte que, bah non, la personne, elle a peut-être tel profil à ce moment parce qu'elle est en stress, parce que ci, parce que ça, et sa bouche, ça se En modifie. fait, elle va pas changer le Et- profil, elle va changer les aspects du profil. Oui.
et la façon dont elle s'exprime. Mais le profil, il est tellement complexe qu'il n'a pas besoin d'être changé. Il est très Oui. bien comme ça. Absolument. Bon, mais bah, merci. Merci pour ce Merci à toi podcast. pour l'invitation. Ouais. Mm. Merci, bonne santé. Bonne hydratation.